Fiston, je suis content de te voir. J'étais sorti chercher le journal et je me suis perdu. C'est pas le moment, mon vieux. Non. Pitié, me faites pas mal. Tu n'as pas à avoir peur. Allez au bout du couloir. Dépêchez dans la salle des grands. Allez-y tout de suite, je vous revois. Vous pouvez passer une commande en fort. On l'appellerait bien vite. Les dimensions de cet engin correspondent à celles de l'appareil repéré au-dessus d'Hanoï à l'époque où j'étais allé au Vietnam avec la compagnie. Les Marines n'avaient pas réussi à l'abattre. Occupant. Vous ne pouvez pas tomber plus mal. Le soir qu'on avait concocté sur Roswell commençait à bien marcher. Tout le monde est tombé dans le panneau. On va s'en sortir avec un peu de chance. Elle n'est pas de notre côté ce soir. Nos avions espions Aurora confirment que les Russes l'ont suivi et qu'ils ont localisé le point de chute. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a plus de Russes. C'est fini. Oui, je sais bien qu'ils sont au bord de la ruine, mais le KGB ne fermera pas les yeux sur un événement de cette importance. Ni les Chinois, ni les Allemands, ni les Britanniques, ni aucun des services de renseignement capable de découvrir ce qui s'est passé ici ce soir. Je suis persuadé que la plupart d'entre eux ont déjà envoyé des agents qui vont pointer leur nez chez nous. Combien de grands événements historiques n'auraient pas eu d'autres témoins que nous deux, Ronald? Combien de fois avons-nous fait ou bien changé l'histoire? Et nos noms ne figureront jamais sur aucun manuel scolaire. Aucun monument n'abordera jamais nos portraits. Et ce soir encore, pourtant, le sort de l'humanité sera infléchi par deux anonymes qui agiront dans l'ombre. Cette découverte ferait sans doute avancer le projet de Bill Mulder de plusieurs décennies. La résolution du Conseil de sécurité est très claire. Elle dit que tout pays capturant un extraterrestre doit impérativement l'exterminer, dans les meilleurs délais. Je suis le menteur, vous êtes le tueur. Vos mensonges ont tué plus de monde en un jour que je n'en ai tué depuis que je suis né. Vous savez que je n'ai jamais tué. Je n'ai peut-être jamais menti non plus. J'aimerais garder une chance de terminer ma vie sans tuer un être humain, ni quoi que ce soit d'autre. Pensez à tout ce qu'on a accompli en 30 ans, à toutes les victoires remportées. Si le monde voyait cette chose, en moins d'une journée, notre travail serait réduit à néant. Alors, hop, Ce soir, me voilà. J'arrive. Nous affrontons un nouvel Ah, ennemi. je t'entends pas, par contre, c'est pas ta faute. Guy. Étonnant. Je fasse. Est-ce que là tu m'entends? Ah, ouais, là je t'entends. Allez-y. Ah, c'était le micro qui était pas branché. Ah. Ouais, Discord, j'ai encore un peu de mal, tu sais. Pas de soucis, j'arrive en vidéo. Hop là. Ouais, c'est T'as moi. vu mon beau set? Ouais, t'es bien, hein. Moi, je suis plus dans le sombre, tu vois. Bah, ça fait l'ambiance aussi. Hein. Alors, je vais nous caler, voir si tout va bien. Hop là, on s'inverse.
T'as vu, c'est mon plus gros cosplay de Skinner. Ah, t'es bien, hein. Avec le grand public derrière et tout, c'est trop classe, quoi. Ouais, j'avais d'autres trucs, mais j'ai pas eu le temps de les sortir. J'avais toutes mes vieilles VHS. Hé, Stevie, ça va? J'ai plus d'air dans les poumons. Est-ce que t'as trouvé quelque chose là-dedans? C'est un crâne d'homme. Il y a des forces sur Terre, Envoie-le-nous. Pas question d'envier là, moi. trop cachées pour être décelées. Des complots trop vastes Hé, Stevie! pour être découverts. Ça va? Hé, les mecs! Ils sont le camp! Mais le 21 octobre, la vérité sera ici. Scully. Cours! La situation est grave. J'ai besoin de ton aide. Un homme seul ne peut pas combattre le futur. Mulder, on n'a pas le temps. Il a subi quelle mutation? Ne faites confiance à personne, Monsieur Mulder. On n'aurait jamais pu deviner la vérité. Jamais pu la prévoir. Attention, Scully, les extraterrestres sont partout. Qu'est-ce que tu racontes? Tu travailles trop, repousse-toi. L'accoutumance te guette, Scully. Oui. Dans le noir, elle a la voix de Gillian Anderson, il a le timbre de David Duchovny, et pourtant, à la lumière, il s'agit de Caroline Bone et Georges Caudron. Après plus de 100 épisodes de la série, les deux comédiens ont repris les voix de Scully et Mulder pour le film X-Files. There's procedure to be followed now, protocol. Il n'y a pas d'identification. Et voilà, il n'y a au pas personnage. d'identification. Quand on sort du Ouais. plateau, je veux dire, on n'est pas Scully et Mulder. C'est pas le petit C'est martien. c'est 22 jours par an de notre vie Voilà. que nous consacrons à X-Files, et avec beaucoup de plaisir. Et on est un peu dépassé par le succès. On est très content que vous soyez là, par exemple. Mais on est un peu dépassé, mais c'est pas l'essentiel de notre métier. Notre métier, c'est le métier de comédien, bien entendu. Pour le film comme pour la série, le travail reste le même. Enfin presque, parce que sur grand écran, le jeu des acteurs n'est pas toujours le même. Ah, c'était là. Tu vois, il faut que j'attende. Attends, je t'ai bien eu. Il n'a pas joué le film du tout comme il joue Il y la a série. plus de temps. La série, il la joue beaucoup plus costume, cravate, minimaliste et tout ça. Et donc moi, j'ai suivi absolument ce qu'il faisait. Et c'est très agréable d'ailleurs. Il m'emmène dans des voyages différents et moi, je trouve ça très bien. Ça me... oui, c'est très bien. Oui, quant à elle, j'ai l'impression qu'elle le joue à peu près pareil. Elle le joue à peu près pareil que dans la série. Je crois que ça n'a pas changé. Il l'a joué plus rock'n'roll, lui, Ouais, et puis, David. Techniquement, en tout cas, ça n'a pas changé grand-chose, sauf qu'on a eu un tout petit peu plus de temps pour le film que pour la série. Pour ce travail de doublage, les acteurs doivent se résigner à n'être qu'une voix sans parlais visage. d'anticiper la Il faut vie, savoir non jouer l'action sans la vivre. Je t'ai eu. Oh que non. Oh que si. On les suit complètement. Ce qui est intéressant pour notre travail d'acteur, c'est d'être sous le masque, c'est-à-dire de se plier à ce qu'ils font, surtout
d'entrer dans ce qu'ils font. Ça, c'est ça qui est très agréable à faire. C'est de jouer vraiment comme avec le masque de la Commedia dell'arte. C'est-à-dire d'avoir un masque et de jouer comme la personne a joué. Il y a parfois des personnages qu'on ne saurait pas forcément investir comme ça en jeu ou à la caméra et tout ça. Et tout d'un coup, comme on fait abstraction de nos corps et tout ça, on ose des choses que parfois on n'oserait pas comme ça sur une télé ou au théâtre, sur des planches. Tout ça. C'est marrant, c'est intéressant. Mais même coincés en studio, George et Caroline ont un pied dans le monde d'X-Files. Il arrive même que les cauchemars de Scully et Mulder déteignent sur eux. On n'a pas les mêmes peurs. On n'a pas les mêmes peurs. Alors vas-y, raconte tes peurs. Alors moi, il va dire que j'ai peur des petites bêtes, des vers sous la peau et tous ces trucs-là. C'est vrai que moi, alors là, j'ai un peu de mal. Surtout le matin à 9h, 9h30, c'est toujours un peu difficile. Mais c'est vrai que j'ai pas les mêmes angoisses que Georges. Moi, c'est des angoisses métaphysiques, c'est des angoisses, les revenants, les morts, l'hypnotisme, quand il fait des régressions hypnotiques et tout ça, tout ce qui peut ressurgir de lui, ça me fait beaucoup plus peur que les bestioles. Moi, les bestioles, à part les serpents que j'aime pas beaucoup, mais les rats, les choses comme ça comme on a eu, ça me fait pas peur du tout. Le sol est sec sur 3 cm. À force de jouer les Scully et Mulder français, George et Caroline s'attachent de plus en plus aux 2 agents du FBI. Quelqu'un veut brouiller les pistes. Au point parfois de leur ressembler, étrangement. Vous habitez dans le coin? Psychologiquement, oui. Un petit peu. Oui, pas physiquement, mais pas physiquement, psychologiquement. Moi, je crois un petit peu à tout. Et moi, je crois en rien. Je crois en rien. Par contre, je suis pas scientifique du tout, pas comme elle. Alors là, je suis assez. Moi, je suis prêt à tout croire. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait des extraterrestres. J'aimerais bien qu'ils viennent nous rendre visite, simplement. Bah voyons. Chacun son truc. Oui. Oui, Georges, promis, on doublera peut-être un jour le film en version extraterrestre. D'ici là, les accros des voix de Scully et Mulder devront se contenter de versions exotiques, mais terrestres. ほら見ろよ。意外な助っ人だ。Wir wissen also nicht, dass er mal beim FBI war und behauptet, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Et nous voilà, est-ce que on nous entend bien? Coucou tout le monde. Salut tout le monde. Est-ce que nous classique check audio? Nickel Maravega, coucou, qui était dans le chat depuis tout à l'heure. Il y a Doctrice qui est là, mais c'est la fête. Et Darth Blood Donné, hello, première fois sur le chat, sois le bienvenu, bienvenue, pardon. Hervray, on vous entend bien, oui, on te connaît Hervray, un habitué, une habituée, je ne sais pas. Erdastag, Patapouette, merci, c'est une entrée en matière. Eh ben, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne des Intergalactiques. Vous êtes en train de visionner une émission qui aurait dû avoir lieu la semaine dernière, mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Ah bah c'est la conspiration, hein, c'est ça? Ah T'es non. fait choper par les Men in Black. Ah l'enfer quoi. Ah ouais c'est ça, donc j'étais interdit de rentrer chez moi puisqu'en fait, tu sais, je t'ai pas raconté Guigui, mais non, vas-y, dis-moi. Ouais. Mes clés du coup avaient vraiment disparu. Mais en fait non, c'était quelqu'un du boulot où je suis, enfin des bureaux où je suis, qui les avait trouvés, mis dans un casier et prévenu personne que est-ce qu'il y a des clés qui traînent quelque part quoi. Donc je les ai retrouvés le lendemain, bon, ce qui reste quand même une bonne nouvelle parce que voilà, tu cours pas partout. Mais ça a gâché notre Twitch la semaine passée, ma foi. Mais alors juste j'ai une question quand même. Est-ce que tu as perdu 7 minutes? Perdu. Ah oui, premier épisode de la première saison, c'est ça? On sait jamais. Hein. Ah ouais. J'ai pas. Oui, puis c'est revenu régulièrement. Oui, c'est vrai, ça revient. Et non, j'ai pas eu l'impression. Par contre, c'était très long parce que j'ai dû aller chercher les doubles chez un ami à moi, un de mes meilleurs amis qui a mon double. Voilà, tu confies un peu à droite à gauche. Et j'ai marché pendant une bonne grosse heure. Enfin, c'était chiant. Je suis revenu, il était 22h. J'avais la mort. Enfin, j'étais pas sûr de retrouver mes clés. J'ai suivi tes messages, donc j'ai reconstitué mentalement ton périple de la soirée. Ouais. Mais tout est bien, qui s'est bien terminé, donc on est content. Et nous sachons... Eh ben, ma foi... Ma foi, cette émission, ça fait longtemps qu'on en a parlé, Guigui. Hein, c'est... Ouais. L'année dernière, ouais. Sur Star Trek, déjà, on en parlait... en juin dernier, ce serait pas mal quand même de faire un truc sur X-Files, ouais. Donc, un peu plus de 6 mois, quoi. Et comme on se disait hors antenne, juste avant d'arriver, on a le même âge, du coup.
Donc on Ouais. vient juste de dépasser la quarantaine. Et donc on a connu la même époque de ces années 90, début des années 90, puis milieu des années 90, où le phénomène X-Files a explosé dans le pays, puis partout dans le monde. Et donc c'est cool, on va pouvoir parler de plein de souvenirs. Mais en tout cas, ce soir, on est là pour notre célèbre réponse compliquée à une question simple, que comme je disais hors antenne aussi, mais je vais quand même le dire à l'antenne, qu'on peut appeler réponse compliquée à une question au putaclic. X-Files est-elle de droite? Non, c'est un peu la question qui m'est passée par la tête, parce que tout simplement, on a une vague qui est très liée à la question du complot aujourd'hui, et qui peut, d'une certaine manière, avoir des résonances avec la série X-Files d'autrefois. Et voilà, puis après, j'ai improvisé cette question juste pour le plaisir de la poser. Alors du coup, moi, avant de commencer, j'aimerais connaître ta réponse. Alors, est-ce que c'est une série de droite ou pas, à ton avis? C'est une série américaine, en fait. Non, j'en sais rien, en fait. Franchement, j'en sais rien. Ouais, c'est dommage parce que je voulais rebondir sur ta réponse, tu vois, pour lancer le truc, mais ouais, c'est quand même une question qui est assez intéressante parce que tu pourrais te dire que basiquement, il y a plein de gens qui pourraient se dire elle est de droite parce que qu'est-ce que c'est? Alors, et sur Twitter, il y a quelqu'un qui s'est dit oui, droite, gauche, ça veut rien dire pour en Amérique, politique américaine, c'est pas vrai. Puisqu'ils utilisent left et right, puisque l'alt-right, c'est l'extrême droite aux États-Unis. Et il y a quand même une correspondance avec les démocrates et les républicains. Donc, de la même manière, on peut dire droite et gauche là-bas. Mais bien sûr, évidemment, aux États-Unis, les progressistes, c'est plus les démocrates et les conservateurs, c'est plus les républicains. Donc, on pourrait dire, repositionner la question, est-ce que X-Files est-elle républicaine ou conservatrice? Quand tu le formules de la manière-là, je pense que la réponse, elle est vite répondue, quoi. Et alors moi du coup pour préciser ça, parce que j'ai vu quelques messages tomber et qui parlaient de la 10e et 11e saison, que moi j'ai vu un bout de la 10e, mais je trouve que je me suis vite ennuyé, donc j'ai pas trop poursuivi, donc encore moins la 11e. T'as pas tout vu, tu veux dire? J'ai pas vu les 2 dernières saisons. D'accord, fais gaffe parce que là ça va spoiler sec alors. Ah ouais? Bon non, je t'en prie, vas-y, c'est bon, moi ça me dérange pas, on peut juste prévenir le chat, ça va spoiler sec. On va spoiler toutes les saisons, tous les films. Enfin, on sait pas de quoi on va parler exactement, donc du coup, ça peut arriver comme ça. Un spoiler peut arriver à n'importe quel moment. Il y a un léger décalage, voix lip sync, ou c'est peut-être moi, Erzat Stag. Eh ben, dites-nous si jamais c'est le cas. Je regarde s'il n'y a pas un bêtise qui se balade. Normalement. Un décalage par rapport à quoi? Par rapport à nos voix et notre visage. Notre image? Ouais. Ah d'accord. J'ai rien qui tourne en fond qui pourrait... C'est encore les extraterrestres. Ouais, mais c'est l'émission maudite, quoi. C'est vraiment. des enculés. Ouais, on peut rien faire, quoi. Non, ça va, dit Dark Blue Tonnet. Donc, d'accord, donc la personne qui a ce décalage chez elle devrait se méfier et regarder par la fenêtre si elle voit une lueur un peu étrange. Alors, moi, je propose déjà que tu nous dises quelle est ta relation à la série X-Files. Comment tu l'as connue, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, qu'est-ce que t'en as retiré, enfin vraiment un peu ton histoire, ton d'amour avec cette série. Ouais. Raconte-nous. Oui, là, c'est vrai que j'ai une histoire assez longue avec X-Files, même si, contrairement à toi, je ne l'ai pas découverte immédiatement à sa sortie. Moi, mon premier épisode, c'était le Musée Rouge, donc en plein milieu de la saison 2. Pour une bonne et simple raison, c'est que dans le petit patelin de Moselle où j'étais, on n'avait pas M6, on ne pouvait pas la capter, on était dans une sorte de cuvette, donc pour avoir M6, il fallait avoir un satellite. Quand j'ai appris l'existence de X-Files en regardant je sais plus quel reportage sur je ne sais plus quelle chaîne, je me suis dit cette série on dirait qu'elle est faite pour moi parce que à l'époque déjà j'étais un très très grand fan de la 4e dimension, donc j'avais 13-14 ans, hein. Et je me suis dit il faut absolument que je découvre cette série. Donc j'ai squatté durant une année à peu près tous les samedis soirs quand c'était rediffusé chez une voisine. Et puis ensuite j'ai réussi à me procurer les VHS enregistrés. Ma copine de l'époque était aussi une très très grande fan. Et donc du coup ensemble on s'est mis à créer un fan club au lycée. Ah ouais. Où en fait l'idée c'était d'acheter un maximum de livres. On était abonnés aussi au magazine officiel. Les VHS, etc. Et puis d'agir un peu comme une médiathèque, c'est-à-dire que du coup on était
voilà, tout le monde mettait un peu genre 10 francs, je sais plus combien, enfin, on était une quinzaine, hein, ça allait pas bien haut, mais du coup, on pouvait quand même se permettre d'acheter des goodies qu'on pouvait s'échanger ensuite. Voilà, on fonctionnait un peu comme une bibliothèque, vraiment, où on disait, voilà, toi, telle semaine, t'as telle cassette, etc. Et ça marchait plutôt bien, c'était sympathique. Je faisais un petit fanzine avec une machine à écrire et une photocopieuse. Hein, c'était assez rudimentaire, mais le début de la passion était déjà là. Et bien sûr, moi, les épisodes, je les ai revus et revus un nombre incalculable de fois pour au moins les 4 premières saisons. Parce que bon, quand on est adolescent, on a un peu plus de temps que quand on est père de famille et quand on est salarié. Donc du coup, effectivement, les épisodes, j'ai dû les voir au moins 50 fois et c'est pas une blague quand je dis 50. Parce qu'il y en a certains épisodes qui sont quand même vraiment, vraiment incroyables. Il y a des épisodes qui m'ont vraiment remué, par exemple, Quand vient la nuit, justement, cet épisode de fin de saison 1, où avec les petites araignées vertes microscopiques, justement, comme je vous l'ai dit, j'étais à la campagne, je devais aller chez une voisine le soir pour les regarder, et du coup, le soir en rentrant, j'étais pas très rassurée après avoir vu cet épisode. Donc voilà, donc une grosse passion dès le début. Et dès que j'ai pu avoir accès à Internet en 1998, je suis tombée sur le site qui s'appelle toujours La Vérité est ici, qui avait été créé et qui était tenu par Sébastien Jousse, qui est décédé depuis quelques années maintenant, donc c'est pour ça que j'ai une petite pensée pour lui, qui avait créé une mailing list sur X-Files et qui, suite à ça, avait créé donc un forum et un site Internet qui a été donc le premier gros site référence de X-Files. Et du coup, je passais mon temps sur ce site internet à tel point que finalement Sébastien, d'ailleurs c'est lui qui m'a baptisé Guigui le Gentil, c'est un peu un pseudo que j'ai utilisé sur internet. À tel point que finalement on a noué une certaine relation et j'étais un peu un de ses assistants pour gérer le site, donc d'écrire les actualités sur le site, créer de nouvelles rubriques. Du coup, comme je dessinais déjà à l'époque, je faisais déjà des petites BD parodiques sur X-Files. Donc elles étaient publiées sur le site et j'animais énormément le forum en tant qu'animateur, puis ensuite modérateur. Et je crois que c'est en 2000 qui m'a confié donc carrément les clés du site parce que sa santé n'allait plus déjà à ce moment-là et donc du coup j'ai pris le relais. Et voilà, donc de 2000 à 2010, j'ai tenu la barre et ensuite je l'ai transmise à d'autres qui ont bien voulu prendre le relais, hein, que je salue bien. Donc il y a Thomas, il y a Iris, il y a Spooky qui s'occupe du forum. Désolé si j'en oublie, hein. Mais voilà, il y a toute une équipe qui a repris le flambeau, qui a refait une version du site. Le forum, c'est toujours le même. Il y a une base de données sur laquelle on avait beaucoup travaillé, qui était assez complète. En tout cas pour l'époque, même s'il y a des choses qui sont un peu perdues en route, hein, parce que vous imaginez bien que l'Internet de 1998, c'est pas le même que celui de 2022, donc il y a forcément des choses qui ont un peu bougé. Donc voilà, j'ai une grosse passion par rapport à la série. Aussi, du coup, j'ai été contactée pour que bon, j'ai travaillé aussi dans la presse spécialisée dans les séries de télé. J'ai travaillé pour Série Max, j'ai travaillé pour l'Écran Fantastique, pour le magazine Épisode très brièvement aussi. Enfin, des trucs comme ça. Et puis bon, sur Internet, j'étais un petit peu connue, je faisais aussi un petit peu de radio. Et donc j'ai été contactée lorsque aussi il y a Audible qui a adapté les comics X-Files en série audio. Parce qu'il y avait une série audio avec David Duchovny et Gillian Anderson qui avait été faite à partir de ces mêmes comics aux États-Unis. Et donc là, c'était de faire la version française. Donc j'ai travaillé sur la version française en tant que... Alors, on m'a dit script doctor, mais je n'étais pas vraiment script doctor puisque je retouchais pas vraiment les scénarios, mais en tout cas, je vérifiais que les bons termes étaient bien utilisés entre la traduction de l'anglais vers le français, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de choses, des questions par rapport à des termes techniques de la mythologie, des choses comme ça. Et les producteurs de cette série ne voulaient vraiment pas se mettre les fans à dos, donc du coup, ils m'ont embauché pour faire ce travail-là, ce qui m'a permis donc de travailler avec Georges Caudron et Daniel, qui a repris donc le rôle tenu par Caroline Bone, qui était décédée il y a quelques années aussi. Et donc j'ai pu faire leur connaissance et travailler avec eux, c'était très sympathique. Donc voilà, j'ai une grosse passion pour cette série, même si elle m'a beaucoup déçu sur la fin, et même un peu au milieu, on va le dire clairement, parce que pour moi, il aurait toujours fallu que la série ne dure que 5 saisons et à la rigueur fasse des films et c'est tout. Donc voilà, c'est la déception, elle est diluée dans le temps, mais
voilà, quand on est fan, on est fan malgré tout, et on est obligé de tout prendre quand même ce qu'il y a de mauvais et d'essayer de valoriser quand même ce qu'il y a de bon. À tel point que du coup l'année prochaine, enfin non, pas l'année prochaine, cette année, puisqu'on est déjà en 2022, je vais commencer une série de podcasts sur X-Files, donc un podcast par saison, Trop bien. podcast d'environ 2 heures, qui sera mensuel pour culminer jusqu'à la fin 2023, donc pour fêter les 30 ans de X-Files, un peu sur le modèle de podcast que j'ai réalisé sur Millennium l'année dernière. Voilà, voilà en gros mon résumé par rapport à la série. Alors pour commencer par la fin, du coup j'ai écouté vos podcasts sur Millennium, ils sont super bien. J'ai vraiment accroché, enfin j'étais d'accord avec tout ce que vous avez dit de A à Z. Je crois qu'il y a la 3e saison que j'ai pas trop maté ou que j'ai dû arrêter extrêmement tôt, mais je me souviens forcément de la fin de la 2e saison qui m'avait traumatisé. En plus, même si je connaissais la série, j'étais tombé dessus par hasard. Le jour de la diffusion, la rare diffusion où ça a eu lieu, etc. Enfin, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? La seule diffusion, ouais. Ouais, bah j'étais là ce soir-là et franchement, c'était limite à hasard. Enfin, je m'en souviens très bien. Et ouais, bon, et donc je vais essayer de... Quand tu en parleras tout à l'heure, je remettrai les liens vers le podcast de Millennium parce que voilà, si vous connaissez pas la série, c'est le sous le flux du coin pop. Ouais, et très 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 bon podcast. J'ai vraiment adoré tout ce que vous avez dit. C'est ultra quali. Quelques petites questions par rapport à ton parcours qui me sont venues en tête. Quand tu étais sur la fin des années 90 sur ce forum, etc., est-ce que tu allais chercher les infos un peu sur ce qui se passait en Amérique, vu qu'on avait souvent les saisons un an plus tard, etc., où tu arrivais à trouver des choses? Mais oui, c'est carrément un autre monde que celui-là. On avait une rubrique qui s'appelait la rubrique spoiler, où du coup, en fait, on avait vraiment... Nous, on avait des spoilers 1 an avant que les épisodes sortent, pour la bonne et simple raison que, avec le décalage, par exemple, imaginez-vous que une saison, elle arrivait courant septembre en France. Donc, les premiers épisodes étaient diffusés courant septembre, mais c'était des épisodes qui avaient été diffusés octobre ou septembre de l'année précédente. Donc la rubrique spoiler, elle était très fournie parce qu'il y avait déjà des scripts qui étaient écrits par les Américains. Donc il y avait des fans américains qui rédigeaient des scripts, comme si c'était les scénarios par exemple. Donc du coup, une personne qui voulait savoir à l'avance, presque 1 an à l'avance, le contenu complet des épisodes, il pouvait. Donc c'est pareil au niveau des informations de tournage, des coulisses, des choses comme ça. On avait des trucs. Alors évidemment, c'était pas aussi facile de les avoir que par rapport à maintenant, par rapport à ce qu'il y avait sur Internet. Mais on avait de grosses sources, c'était les magazines de l'époque, parce qu'il y avait des journalistes qui étaient tout aussi passionnés que nous à l'époque. Souviens-toi le nombre de couvertures que Mad Movies ou l'Écran Fantastique ont consacré à X-Files. C'était phénoménal. Ah bah ouf. Il y en avait énormément. Et c'était des gros dossiers de genre 40-50 pages. C'était des trucs de fou. Et on avait beaucoup d'informations. Et à ça, il fallait s'ajouter, bien sûr, le magazine officiel qui avait évidemment forcément un bon nombre d'informations à nous donner, notamment sur le film X-Files. Donc c'est pareil, le film X-Files, moi j'étais quasiment tout spoilé avant d'aller le voir. Oui, j'ai regretté un petit peu parce que... mais bon. Il était sorti, nous on l'avait eu je me souviens de la date, je crois. Je crois qu'on l'a eu le 21 octobre 1998. 21 octobre, c'est ça. Ah là là, mais je suis content. Il est sorti en juin aux États-Unis. C'est ça, il était sorti, donc il y avait déjà plein de spoilers. Il suffisait... Moi je crois que j'étais allé en Irlande cet été-là. Et donc forcément, il y avait déjà plein de critiques, j'avais trouvé des magazines que je regardais forcément de science-fiction, et j'avais lu déjà plein de trucs, je m'étais fait spoiler dans tous les sens. Dans le magazine officiel, il y avait des gros spoils aussi. Ouais, il y avait des photos, il y avait des gros spoils. Je l'ai encore quasiment peu de... On a eu... En fait, si tu veux, je crois qu'ils ont sorti un numéro hors série où il y avait quasiment, c'était que des spoilers, quoi, le magazine. Et on est faible. Bah oui, bien sûr. Mais j'avais été déçu un peu par X-Files magazine, du coup, que je l'avais acheté le premier, j'ai tombé là-dessus en mode quoi, ça existe ce truc. Et je me souviens que j'avais été j'avais pas trop aimé le comics qu'il y avait dedans, je crois, surtout depuis du premier. Ah, bah moi j'aimais bien. Ah ouais? Qui était dessiné par Charlie Adlar. Ouais. Charlie Adlar, qui est le dessinateur de Walking Dead. Qui est devenu le dessinateur de Walking Dead plus tard, qui, justement, j'ai discuté un peu de sa période d'X-Files lors d'un festival de BD. Parce qu'il m'a beaucoup inspiré, justement, parce que il faut se remettre un peu dans le contexte. Lui, les dessins, ils étaient pas ouf. Parce que, alors, quand on dessine dans des comics, surtout dans ce genre de trucs, à mon avis, au niveau du paiement, c'est pas énorme. Ouais. Mais surtout, il n'y a pas beaucoup de temps qui est consacré. Genre, la personne, elle a peu de temps pour rédiger sa vingtaine de pages pour un produit dérivé comme ça, en plus. Mais les cadrages, l'ambiance, même si le dessin était un peu sommaire, l'ambiance était là. Et les scénarios étaient pas si mal, en fait.
Ouais, je me souviens, enfin, mais juste, je pense que c'était vraiment une accroche. Puis, j'ai jamais une culture comics de mon point de vue, donc je pense que ça m'avait un peu sorti du truc, mais c'est juste un souvenir il y a plus de 20 ans, quoi. Bien sûr. Et donc, 2 questions qui me viennent aussi à la suite. Enfin, on va faire dans l'ordre. Une fois passé la fin de la série, donc, on est en 2002, qui est en la dernière saison. 2002, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, vous aviez ce club, ce forum, etc. Qu'est-ce qui vous a fait continuer à discuter la série, vu que la série était un peu officiellement terminée? Vous travailliez sur quoi, entre guillemets? Les rumeurs pour le 2e film, bien sûr. Ah, le fameux, c'est vrai. Oui, là, on en a entendu pendant... on a eu tellement de rumeurs sur ce film. D'ailleurs, j'ai tenu un blog pendant 1 an et demi. Donc, c'était un blog qui répertoriait, qui existe toujours, hein, d'ailleurs. Je te donnerai le lien. Ouais. Et en fait, on répertoriait vraiment toutes les rumeurs, toutes les actus sur le film, jusqu'à en faire, bien sûr, une critique détaillée au moment de sa sortie. Donc, ce qui nous a occupé, c'était beaucoup ça. C'était aussi beaucoup discuter de la mythologie, parce que la mythologie, à la fin de la saison 9, semblait close, mais il y avait quand même quelques zones d'ombre qui apparaissaient, et on se demandait quand même, voilà, il y avait des trucs, tu vois, il y avait, si tu veux, des twists qui sont arrivés en saison 10 et 11, ouais. Sur les forums, on les avait déjà anticipés, en fait, quelque part. Okay. Même si personne ne les voit encore vraiment. En gros, si tu veux, je défends une théorie, et je suis un peu le seul à le faire pour l'instant. Et c'est quelque chose qu'on attendait déjà. Moi, j'attendais déjà pour la fin de la saison 9. Que ça arrive maintenant, même si ça ne se dévoile, ça s'est toujours pas dévoilé en réalité. Donc c'est pour ça que je parle de théorie, ça reste toujours une théorie. C'est pas acté vraiment. Parce que Chris Carter, lui, il aurait voulu continuer, et la saison 11 n'était pas censée être la dernière pour lui, dans sa tête. Ok. Il avait écrit clairement le dernier épisode pour amener une saison 12. Erreur. Genre, le mec, il retient jamais de ses erreurs. C'est clair. Ces séries, elles s'arrêtent quand elles doivent continuer, elles continuent quand elles doivent s'arrêter. C'est incroyable. Ce mec, il a une malédiction par rapport à ça. Donc voilà, après la fin de la série, on continue à parler un peu de mythologie. On suivait bien sûr les carrières de David Duchovny et Gillian Anderson et beaucoup d'autres acteurs qui ont été dans la série. Par exemple, il y avait des Supernatural qui arrivaient quelques temps après, ce genre de choses. Et bien sûr, donc, on était occupé par la sortie du 2e film qu'on attendait sans savoir quand est-ce qu'il sortirait. Et il est sorti 5-6 ans plus tard, quoi. Ah ouais, j'aurais cru un petit peu, puis je l'ai un peu zappé. T'en as pensé quoi de ce 2e film? Il est sorti en 2007. 2007 En 2007 ou en 2008, je crois. Je me souviens plus. Ok. T'en as pensé quoi de ce 2e film? Parce qu'il est assez déroutant, finalement. C'est une enquête de Mulder et Scully. C'est une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe. C'est ça. C'est une catastrophe pour plusieurs raisons. Déjà, une catastrophe parce que on l'attendait beaucoup, ce 2e film. On se disait, ok, là, il a plus la pression, la Fox qui l'emmerde et qui l'oblige à continuer, parce qu'en fait, X-Files, déjà avant ça, nous avait, pour beaucoup, en tout cas pour moi, je vais parler que pour moi pour l'instant, on va dire, nous avait déçus. La saison 9, c'était plutôt une cata, même si Robert Patrick et Anna Besguiche, ils pouvaient rien, hein, les pauvres qui remplaçaient Mulder et Scully avec le personnage de de John Doggett et Monica Reyes. Enfin bref, il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans cette saison 9 qui étaient assez décevantes. Donc on était déjà aussi déçus du final. Un procès de Mulder où ils font que parler et en fait expliquer frontalement le contenu de la conspiration et de la mythologie de X-Files. Ok, alors non seulement c'est bien pour ceux qui avaient déjà compris, on se dit c'est bien, on est confirmé dans ce qu'on pensait déjà, dans ce qu'on avait déjà compris, mais bon, pour un final, c'était assez prout, quoi. Ouais. Donc on se disait, on avait quand même l'impression qu'ils disaient, ok, je mets tous ces arcs narratifs de côté, je les mets à plat pour partir sur de nouvelles bases pour les films. Et puis finalement, il nous fait un film qui n'est pas lié à la mythologie, qui est un loner et qui est pas terrible, quoi. Qui est pas ouf. Qui est vraiment il est complètement décevant. En plus, il réalise lui-même, Chris Carter, et là, c'est clair, il y a plein de choses qui vont pas. Il y a des trucs qui sont mal cadrés, c'est mal monté. Il y a même le focus qui est même pas correctement réglé sur certains plans. Le scénario, il est quand même assez bidon. Ouais. Pour recontextualiser, à la fin de la série, Mulder est condamné à mort par un tribunal militaire, bon, d'une manière complètement illégale, mais quand même, il est quand même donc sa tête est mise à prix, donc il s'enfuit, il va se cacher dans un coin avec Scully. Et on le retrouve quelques années plus tard, donc, et puis le FBI a besoin de lui pour retrouver une gonzesse. Une agent du FBI qui a disparu. En gros, elle s'est fait attraper par un tueur en série qui est lié à d'autres choses, mais peu importe. Et en gros, on ne sait pas pourquoi on fait appel à lui, parce que, oui, il y a un gars qui est un médium et qui dit,
savoir où sont les corps, etc. Donc du coup, ils vont chercher Mulder, et puis du coup, il lui signe un truc pour dire c'est bon, t'es plus condamné à mort. C'est complètement tiré par les cheveux, quoi. C'est what the fuck. Je veux dire, il y avait des trucs plus faciles à faire. Il pouvait très, très bien faire intervenir Skinner dès le début du deuxième film pour dire oui, il y a une bataille judiciaire de longue haleine qui fait que bon, maintenant ça aboutit vraiment. Enfin, un truc un peu moins ridicule, quoi. Et en plus, l'histoire elle-même, elle était vraiment, vraiment ridicule. Ouais. Parce qu'en plus de ça, ils vont chercher Mulder, ils lui signent une amnistie. Et en fait, Mulder, il résout pas vraiment l'enquête. C'est Scully, en faisant une recherche Google sur un truc qui n'a aucun rapport, qui va tomber sur la solution par hasard, quoi. Je veux dire, les talents d'enquêteurs de Mulder et Scully dans ce film, c'est le néant. Et pourtant, c'est ça qu'on regarde. Les acteurs, les personnages fonctionnent toujours bien, Mulder et Scully, mais l'intrigue est pourrie, c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien réalisé, donc forcément, c'est super décevant, quoi. Et ce film n'a pu se faire à l'époque que parce qu'il y a eu la grève des scénaristes, qui fait que la Fox, ils avaient besoin de films entre guillemets, clés en main pour les sortir tout de suite, parce que sinon, ils auraient eu un creux pendant un été, et du coup, c'est comme ça que X-Files 2 est sorti. Ça me fait rire parce que dans le chat, effectivement, célèbre phrase de Scully dans X-Files, Volta, etc. Puis, j'appelle Internet. Oui, j'appelle Internet, c'est l'épisode Shy, Meurtre sur Internet dans la saison 3. Ouais, c'est ça. Qui nous avait beaucoup fait rire. C'est clair. Parce qu'en plus, c'est un épisode qui parle d'Internet. Mais bon, tu sais, dans la traduction française, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Par exemple, à un moment, on confond des ovules avec des ovaires. Oui. Voilà, donc il y a eu des trucs un peu chelous dans la version française. Hein. Et ce qui me fait penser aussi, du coup, t'as un peu parlé de tes déceptions sur la série. Généralement, quand on a une série qu'on aime, on a toujours un épisode, on va dire, qui nous fait dire tiens, pour moi, c'est un peu la fin de la série. C'est parce que ça va en introduire mon idée à moi. Est-ce que toi, t'as un moment dans la série où t'as fait, pour moi, c'est un peu la fin de X-Files, celle que je l'ai aimée jusqu'à aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs niveaux. Alors, le moment dont tu parles, ce moment charnière, c'est Jump the Shark, sauter le requin, oui. Qui est d'ailleurs le titre d'un épisode de la saison 9 de X-Files, qui est consacré au Lone Gunman. C'est le 16e, je crois, de la saison 9. Oui, il y a eu un épisode en particulier. Alors déjà, il faut savoir que moi, je considérais... Le plan de Chris Carter, au tout début, c'était de faire 5 saisons. Parce qu'en gros, son histoire, elle était de la conspiration. Il y a plein de gens qui disaient, oui, ça veut rien dire, ça va dans tous les sens, il n'y a pas de plan, etc. Si, il avait anticipé pas mal de choses, il avait un vrai plan, sauf que la Fox l'a, entre guillemets, obligé à continuer au-delà de la saison 5 en signant une saison 6 et 7 d'un coup. Bon, là, il a dû se dire, ok, allez, 2 saisons de plus, il y a moyen de rallonger un peu la sauce. Puis après, une fois qu'il avait prévu de faire la saison 7, la saison ultime, et bah du coup, c'est pareil, la Fox est arrivée derrière en disant, bah non, on voudrait bien une saison 8. En plus de ça, il y a David Duchovny qui se dit, bah non, moi je veux partir. Et bah voilà, démerdez-vous, faites-nous une saison 8. Et après, c'est pareil, rebelote, la saison 9, la saison 8 devait être la dernière, puis finalement, il y a eu la 9, du coup, quasiment sans Scully et puis sans Mulder. Voilà quoi, c'est Chris Carter, à chaque fois, son œuvre, elle a été diluée, malgré lui. Du coup, forcément, c'est difficile de donner un point final à une intrigue comme la mythologie, la conspiration de X-Files, alors que tu sais jamais quand est-ce qu'elle va terminer. C'est pour ça que, par exemple, Lost, quand ils ont eu leur finale, ils ont eu un luxe incroyable de savoir 3 ans à l'avance combien d'épisodes exacts il leur restait à faire avant de faire leur fin. Alors que X-Files, ils n'ont jamais eu ce luxe. Encore une fois, là, je répète, Chris Carter, à la fin, le dernier épisode qu'il a écrit, le dernier épisode de la saison 11, c'était pas censé être le dernier. Il avait écrit pour avoir une saison 12. Donc voilà, c'est difficile pour une conspiration comme X-Files d'avoir un point final. Et donc du coup, malgré tout, moi, la saison 6 était excellente. Malgré, contre toute attente, quoi. Après le film, cette saison 6 a été vraiment géniale. En plus, elle prenait le contre-pied d'être carrément plus science-fictionnesque et aller plus loin dans le fantastique, mais surtout dans l'humour. Il y avait beaucoup d'humour et il y avait beaucoup de choses qui étaient lancées. Par exemple, il y avait un semi-point final à apporter à certains points de la conspiration, et aussi la relation entre Mulder et Scully. Là, c'était plus est-ce qu'ils vont se mettre ensemble, c'est plutôt quand. Donc, il y avait des grosses avancées dans cette saison 6 qui voyaient bien que ça sentait l'avant-dernière saison, en fait. La saison 7 était pas mal, même si on sentait clairement qu'il y avait une lassitude. Et pour répondre à ta question, le moment où je me suis dit, voilà, ça part vraiment en couille, c'est le moment où Mulder revient. L'épisode Dead or Alive de la saison 8, qui doit être au milieu de la saison, qui doit être, je sais plus, ça doit être
l'épisode 15, un truc comme ça. Où en fait Mulder revient et en fait il est mort depuis plusieurs mois, il a été mort et enterré, il a eu une messe et tout, et puis finalement il est pas mort, ils le ressortent et je fais mais les gars, ok, le cliffhanger de l'épisode d'avant où Mulder, Scully, elle le retrouve et elle pense qu'il est mort, et etc. Ça marchait vraiment du feu de Dieu cet épisode-là, This is not happening, il était génialissime avec ce cliffhanger, etc. Et l'épisode 8, enfin l'épisode suivant de cette saison 8, bah le faire mort pendant plusieurs mois pour le faire revenir, c'était ridicule, quoi. Surtout pour tout ce que ça a amené derrière. Alors qu'il aurait fallu dire, bah non, ils ont cru pendant 24 heures qu'il était mort. On fait tout ça pour avoir une scène d'enterrement de pré-générique qui claque. Ouais. Mais enfin voilà, là c'était vraiment trop tiré par les cheveux. Et puis bon, l'histoire après avec le bébé de Scully, voilà, ça a continué à être décevant, à être tiré par les cheveux. Et encore une fois, c'est parce que, je répète, la saison 8 à la base, elle n'était pas prévue. Le fait que Scully soit enceinte, c'était une apothéose, ça devait être le final, c'est le point final du personnage pour la fin de la saison 7 et de la série à la base. C'était ça qui était prévu. Et que j'imagine que Chris Carter avait des idées pour rebondir après sur des films, et des idées qu'il n'a pas pu faire à l'époque-là, puisque s'il n'y avait pas Mulder, difficile d'utiliser l'homme à la cigarette, qui est donc lié à cette intrigue du bébé de Scully. Et donc ces idées-là ont été réutilisées en saison 10 et 11, avec donc le retour de Mulder et donc le retour de l'homme à la cigarette. Donc on sent bien que les plans de Chris Carter ont toujours été un peu chamboulés, contrariés. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là où on sentait vraiment qu'ils étaient au bout du bout, que ça n'allait plus. Après, au niveau... Ça, c'était pour les épisodes mythologiques. Après, pour les épisodes indépendants, ce qu'on appelle les loners, voilà, c'est plutôt la saison 9, moi, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui m'ont un peu déçu, mais comme c'est des épisodes indépendants, tu vois, on peut en avoir un très mauvais et puis un génial après. Et puis d'ailleurs, finalement, dans la saison 11, il y a eu d'excellents loners, par exemple. Donc, tu vois, ça, les loners, c'est difficile à dire. Et ben pour moi, je m'en souviens très très bien. C'est plutôt en saison 7, c'est l'épisode que j'ai complètement oublié le nom, pourtant je devrais m'en rappeler, mais qui m'a beaucoup marqué. C'est la fin de ce double épisode où il part, enfin c'est l'histoire d'enfants qui sont morts, qui sont retrouvés. Closure. Closure, bah c'est ça, qui porte parfaitement son nom. Et pour moi, Délivrance en français. Et Closure, donc j'ai trouvé ça assez ouf comme épisode, parce que ça clôturait l'arc scénaristique de sa sœur, qui était quand même le départ de la série. Samantha, oui. Et très bel épisode, puisque finalement on découvre, un spoiler, tout ça, elle est morte en fait depuis très longtemps, et il fait la paix avec lui-même pour voilà, il fait tout simplement la paix par rapport à ça. Il voit des fantômes, il y a un truc très poétique, petite musique de Moby derrière, grosse période de son album Play, enfin bref, que j'adorais. C'était le titre My Weakness. C'est ça, et moi cette scène et cet épisode, j'ai fait waouh, enfin il m'a mis des frissons, et quand il s'est terminé, j'ai eu le sentiment très fort, tant que j'avais pas vu la suite, que pour moi la série était terminée, ça se terminait là en fait. C'était Mulder d'un coup qui se retrouvait délivrance, ou qui avait closure, donc en anglais, un sentiment d'avoir fini quelque chose, d'avoir passé une étape, que sa sœur, il a découvert ce qu'elle rêvait, il a fait son deuil, il va pouvoir se reconstruire en tant que nouvel homme, peut-être arrêter entre guillemets de chercher les extraterrestres, peut-être que s'il pourrait continuer, mais en tout cas il y avait tout quelque chose, et j'avais été tellement touché. C'est un de mes épisodes préférés, parce qu'il a une poésie. Il est bien, il est... Ouais. Et il y a un personnage qui lui a justement du mal encore à faire ce deuil, qui est un peu en parallèle à ça. Il voit son reflet, c'est un peu le miroir. C'est ça, et c'est très bien fait. Et pour moi, pour moi, c'était le dernier épisode de la série. J'ai continué à regarder, bien sûr. La fin de la saison 7, j'ai trouvé très sympa. Mais pour moi, cet épisode, pour moi, X-Files, c'était terminé. J'ai eu le sentiment très fort, sans me connaître ce qui allait se passer les années suivantes. Mais ouais, ça. Et T'as raison, puisque. Ça m'allait bien finir sur cette émotion, sur ce truc très. Un peu onirique, très poétique. Pour aller dans ton sens, t'as raison, parce qu'effectivement, l'affaire de Samantha Mulder, sa disparition, c'est un peu la porte d'entrée dans la série. Donc, du coup, finir là-dessus, c'est logique. En fait, comme je te disais, la saison 6, c'était un peu l'avant-dernière saison. Donc, on clôt plein de trucs de la conspiration. En gros, on nous explique le but du complot de l'homme à la cigarette, pourquoi les extraterrestres sont là, etc. On nous explique tout ça. Mulder et Scully, concrètement, ils commencent à se mettre ensemble petit à petit, quoi. Les destins de chaque personnage, Krycek, l'homme à la cigarette, tout ça, ils avancent, etc. vers leur aboutissement. Et la fin de la saison 7, c'était vraiment... Maintenant que l'histoire de la conspiration est close, maintenant on va clore l'arc des personnages, leur parcours. T'as un petit preuve de batterie, je crois, Guigui.
Ah oui, exact. On t'entend encore, mais on te voit Je plus. reviens. Je dis bonjour à Lézard Rab qui nous rejoint, qui vient de nous suivre à l'instant. Merci de rejoindre la chaîne des Intergalactiques. Je suis donc tout seul, sans Guigui, qui doit toujours être en audio, mais plus en vidéo. Donc on a un joli écran. Je vais revenir. En fait, oui, j'avais branché, figurez-vous, ma caméra, mais j'avais oublié de mettre on sur la multiprise. T'es sûr? Parce qu'apparemment, quelqu'un dans le chat, Mara Vega, dit que c'est apparemment le FBI qui est derrière tout ça. C'est vrai que je pense. Alors attends, je vais changer de caméra. Comment on fait pour changer de caméra? Sinon, je peux mettre ma webcam en attendant, tu vois. Oui, comme tu veux. Alors, comment je peux faire Changer de caméra, il faut aller si tu es sur Discord, tu vas en bas, tu as la petite paramètre utilisateur, la petite molette. Ouais, j'y suis, ouais. Ta voix et vidéo, et ensuite tu descends un petit peu, t'as à choisir ta webcam normalement. Ah oui, exact. Alors, j'ai le truc vocal, paramètres vidéo. Ok. Allez, je change d'angle de vue, comme ça. Hop. Et quelqu'un qui fume, là, je l'entends. J'entends quelqu'un qui fume, ça m'inquiète. C'est moi avec ma cigarette électronique. J'avoue, j'ai arrêté de fumer les vraies cigarettes, du coup, je surtire dessus, je suis désolé. Non, mais ça fait comme l'homme la cigarette, c'est bien. Vous me voyez ou pas? On te voit, ouais. Super. Désolé pour ça. Je la remettrai tout à l'heure. Ça fait plus X-Files comme ça, je trouve. Ce petit grain, etc. Ces petites lumières, ouais, avec ton I Want to Believe, on est un peu dans les années 90. Voilà, tu vois, j'ai mon accréditation. Là. Hello, Vidéo 3000, bienvenue, coucou. Eh ben, Vidéo 3000. Ah non, c'est pas demain. Demain, vous devez avoir une vidéo qui passe, je pense. Est-ce que l'homme à cigarette vapote dans les nouvelles saisons? Guigui, non, pas du tout. Ah il ouais continue de fumer avec son trou de trachéotomie, évidemment. Il peut pas s'en empêcher. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je parlais donc de la closure, donc le fin de parcours des personnages. Et en fait, tu vois, juste après l'épisode de closure, justement, tu as l'épisode Requiem. Oui. Peu d'épisodes après, qui, lui, va encore plus loin, ce qui fait que Mulder ne court plus après les X-Files, il devient une X-Files lui-même. Et du coup, il y a Skinner qui devient croyant parce qu'il observe l'enlèvement de Mulder par lui-même, Scully qui tombe enceinte, l'homme à la cigarette qui est balancé dans les escaliers par Krycek. Ouais. Donc, tous les personnages, à part l'homme à la cigarette, se retrouvent dans la même pièce. Enfin, tu vois, tu avais vraiment un aboutissement de tout. Ils reviennent sur les lieux du premier épisode. Donc voilà, tu avais, pour compléter Closure, tu avais cet épisode de Requiem là qui a amené l'idée que c'était la fin, quoi. Il y a Vidéo 3000 qui dit dans le chat Tooms me traumatise toujours. Et tout à l'heure, t'avais parlé donc des bestioles qui sont dans la forêt, qui t'avaient traumatisé quand tu étais dans la campagne. On vient la nuit, ouais. Bah moi, quand j'étais au collège et qu'on parlait de X-Files, qu'on parlait ça dans la cour de récré, c'était grosse mode, hein, vraiment, 93, 94. Et ben nous, c'était Tooms. Vraiment, je crois que j'avais Tooms, mais oui, tout le monde. J'avais un pote à moi qui me parlait dans le car en mode, mais tu crois que c'est possible que quelqu'un qui passe par localisation, type, il est traumatisé d'avoir peur d'avoir un gars qui rentre chez lui, et moi Tooms, en plus il y a le retour de Tooms, en plus, c'est enfer. Conseil, buvez beaucoup, mettez à mal votre foie, comme ça il viendra jamais vous emmerder. Oui, ça c'est un conseil d'expert. Ouais, ça, il passe dans l'escalator à la fin, on est un peu rassuré, mais on dit toujours, est-ce qu'ils vont pas nous le ramener un moment en mode, bah non, il va toujours bien. Mais c'est un personnage terrifiant. Doug Hutchinson, l'acteur, il a essayé plusieurs fois de faire revenir le personnage, mais heureusement il n'est pas revenu parce que troisième fois ça aurait été. Ouais, non, déjà 2 dans la même saison, c'était énorme. Ouais. Cette première saison, c'est un peu du masterclass. Hein. On a l'épisode Ice aussi qui se passe un peu The Thing en mode X-Files qui est super bon. Arctique, ouais. Les Tooms sont extrêmement bons. Tout ce qui tourne autour de Gorge Profonde est absolument génial. Bref, c'est vraiment cette première saison, enfin la deuxième aussi d'ailleurs. Et ce qui avait marqué à l'époque, un souvenir de collège aussi, c'était la fin de la deuxième saison où Mulder s'est fait exploser dans son machin. Et nous, on devait attendre je sais pas combien d'années, enfin d'années j'exagère, mais de mois avant de se dire. Ouais, c'était super long. Et est-ce qu'il est mort, pas mort en novembre. Il diffusait 3 épisodes par soir, donc la saison se finissait en France en novembre. Ah oui, c'est super vite. Il fallait attendre septembre de l'année suivante pour avoir la suite. Sauf que à l'époque, là, les gens étaient malins. Il y a eu des éditeurs de vidéos qui ont sorti les épisodes en avance. Mais oui. Ils vendaient ça. Et là, je peux te dire qu'au vidéoclub, quand ça sortait, moi, 2 semaines avant, je réservais la cassette le jour de la sortie pour être sûr d'être le premier à la louer. Et les vidéoclubs à l'époque, on achetait plusieurs, donc il y avait plusieurs cassettes.
X-Files parce qu'il y avait une grosse demande à cette époque, et notamment bien. Pour ces épisodes-là. Attends, le début de la saison 3. Cette saison 3, elle est mythique, quoi. Carrément mythique. Cet épisode Anasazi, c'est un des meilleurs cliffhangers de série. Il fonctionnait super bien. Hein. Et est-ce que tu te souviens, pour continuer un peu sur le petit souvenir, etc., avant de sortir la saison 4, ils avaient décidé de diffuser des épisodes un peu, mais c'était M6 qui a fait on va faire une soirée X-Files pour annoncer la saison 4. Ils avaient passé L'homme à la cigarette, ils en avaient passé 2 ou 3. C'était pas spécialement pour annoncer la saison 4, c'était pour l'anniversaire, c'était pour les 10 ans de M6. Ouais, c'est ça. Du coup, ils avaient fait cette soirée-là spéciale, ils avaient passé L'homme à la cigarette, c'est exact. Ça. Ils avaient passé Unruhe. Oui. Et ils avaient passé Le pré où je suis mort. Ah, Le pré où je suis mort. Trois excellents épisodes. Le pré où je suis mort, pareil, c'est une tuerie. En fait. Oui, oh là là, cette poésie, cette force, c'est du grand X-Files, je trouve, c'est ce genre d'épisode. Une histoire de réincarnation et de secte mortifère qui est vraiment... qui faisait en plus incroyable. Écho à qu'on s'appelle tellement de trucs qui sont arrivés. Il y a eu le suicide collectif, Waco, voilà, c'est ça, mais complètement. Donc il y en a eu plein dans le street là, d'ailleurs ils en citent 2-3 en exemple pour dire on n'a pas envie que ça recommence. Mais je leur voulais un petit peu, moi à l'époque déjà, c'était déjà que c'était un peu souvent le bazar dans la diffusion série. Encore M6 se débrouillait pas trop mal, mais TF1 ou France 2 parfois ils passaient complètement dans le désordre, ils arrêtaient les séries en plein milieu, etc. Et moi j'en voulais un peu. Ils étaient pas trop bien, ils avaient quand même passé 3 épisodes. Bon, dès l'honneur, ça passait plutôt pas trop mal, mais je me disais tiens, ils spoilent, enfin on va pas vivre la saison 4 dans l'ordre où on devrait la vivre, épisode 1, 2, 3, etc. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai parce que le cliffhanger de la saison 3, c'était en gros, t'as Mulder, on lui dit on sait où est sa sœur et puis t'as l'alien Bounty Hunter qui s'avance vers lui et puis ça se termine comme ça. On apprend qu'il y a une histoire entre Madame Mulder, donc sa mère, et l'homme à la cigarette, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc c'était un très bon épisode, donc d'ailleurs avec Roy Tines qui jouait David Vincent dans Les Envahisseurs. Très bon épisode, mais oui, effectivement, après c'est emmerdant de voir les épisodes d'après où ils font des enquêtes tranquilles, tu sais que du coup ils s'en sont sortis et que tout va bien. C'est ça. Mais du coup, je trouve que c'est un peu parfait pour faire une transition vers notre question de la journée, de la soirée, pardon. Et parlons de l'épisode L'homme à cigarette, donc qui raconte l'histoire des Lone Gunmen. Je me rappelle plus c'est quoi la traduction en français. Si, c'est les bandits solitaires. Les bandits solitaires, qui en fait explique à Mulder l'histoire de l'homme à cigarette telle qu'ils l'ont reconstituée. Et c'est présenté dans l'histoire, c'est en mode ah chouette, on a un peu l'homme à cigarette Origins quoi concrètement, genre qui a fait tuer Kennedy, JFK, Martin Luther King, etc., qui se trouve à l'armée, qui a tué aussi un extraterrestre, enfin qui était pote de Gorge Profonde. Par Gorge Profonde, c'est un extrait qu'on a vu juste avant de démarrer l'émission que j'avais mis. Mais ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'en fait on se dit ah chouette, on a vu l'homme à cigarette, les origines, mais en fait c'est juste raconté par des gens qui sont fans de théories du complot. Et on sait pas ce qui se raconte, si c'est des conneries ou pas, parce que c'est un peu gros, Martin Luther King, JFK, tueur, etc. Enfin, c'est juste le type, il a vraiment transformé la société américaine de fond en comble. Et donc, je trouve que ça questionne d'une manière très intéressante la question donc, du complot vu par X-Files, donc qui est forcément le fer de lance de la série. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus ? Tout à fait. Déjà pour dire qu'effectivement, alors faut pas oublier que par exemple à la fin au milieu des années 90, du coup il y a peut-être plein de gens de droite qui se sont dit, et d'extrême droite qui se sont dit ah là là, cette série elle a trop raison. Parce que souvenez-vous, le Front National reprenait la tagline la vérité est ailleurs, ce genre, le gouvernement nous ment, etc., ce genre de trucs pour asseoir leurs idées toutes pourries quoi. Donc il y avait des tracts où on prenait vraiment l'imagerie, la mythologie de X-Files. Alors, et effectivement, on peut se dire, oui, là, maintenant, les gens, les conspirationnistes, il y en a beaucoup. Et en général, je schématise, je vais vraiment caricaturer. Donc, vous prenez ça comme ça, comme un grossissement du trait. C'est qu'en fait, les conspirationnistes, en général, je dirais qu'ils sont un peu plus de droite, pour la bonne et simple raison que eux, ce qui les intéresse, quand tu es de droite, en gros, c'est tu veux pas d'un gouvernement qui régisse plein de pans de la vie de la société. Tu vois, c'est un truc qui s'entend. En gros, t'es plus individuel, voilà, tu vois, tu fonctionnes plus à un truc comme ça. Tu veux pas que le groupe, la société dicte trop de règles. Alors quand t'es de gauche, c'est plutôt l'inverse. Tu dis voilà, il faut plus de gouvernement, plus des trucs comme ça. C'est pas une notion de bien ou mal, c'est une notion de est-ce que c'est plus l'individu
la vertu doit venir plus de l'individu ou est-ce que la vertu doit venir plus du groupe. La vertu et les vices, hein, disons, ça va ensemble. Donc voilà, c'est être de droite et de gauche, schématiquement, c'est ça. Et du coup, effectivement, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui étaient conspirationnistes parce que de base, du fait de leur histoire, qu'il y ait plusieurs États, un gouvernement fédéral, etc., il y a beaucoup d'États de gens qui se méfient énormément du gouvernement fédéral, du gouvernement central. Si on avait un gouvernement supranational fédéral en Europe qui serait à Bruxelles, d'ailleurs, tu le vois maintenant, on tape beaucoup sur l'Europe, ce genre de choses. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que tu te dis qu'il y a plus des gens de droite qui vont être contre le gouvernement, et donc du coup, s'il y a des théories du complot qui incriminent le gouvernement, tu te dis, bah forcément, peut-être ces gens-là sont plus enclins à les recevoir et à les rediffuser. Ce qui explique peut-être, tu vois, pourquoi le Front National a trouvé écho dans X-Files et s'est reconnu quelque part. Et donc du coup tu te dis oui effectivement le gouvernement est contre nous, le gouvernement nous ment, etc. Blablabla. C'est pour ça que tu vois les gens peuvent se dire que X-Files peuvent être de droite puisque X-Files véhicule des théories de ce style-là. Sauf que c'est oublier beaucoup de choses. Parce que pour moi X-Files c'est plutôt de gauche. Ok. Je réponds carrément à ta question. Ah bah c'est l'idée de toute façon, c'est complètement. Pour moi c'est carrément de gauche pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, toute simple et évidente, c'est que Chris Carter, lui, il est démocrate. Okay. Alors, démocrate par rapport à la gauche française, bon, c'est peut-être plus à droite que chez nous, mais en tout cas, il fait partie des progressistes. Et là, on peut le remarquer d'une manière très simple, c'est que, par exemple, le portrait de Bill Clinton, a toujours été affiché dans le bureau de Skinner, sauf que quand George W. Bush est devenu président des États-Unis en saison 9, bah, son portrait n'est nulle part. C'est quand même un truc, tu vois, Bill Clinton, il est très très visible dans le bureau de Skinner et il en disparaît dès qu'il n'est plus président et dès que c'est un républicain qui l'est devenu. Et d'ailleurs, dans le deuxième film, il s'en moque beaucoup parce que là, justement, on voit le portrait de George Bush et il s'en moque. Genre Mulder et Scully se regardent du genre, qu'est-ce que ça fout là, ça? Et puis t'as une musique un peu ridicule pour se moquer de George Bush. Bon, c'était une blague vraiment pourrie du deuxième film, on pouvait s'en passer. Donc il y a ça, et puis aussi le fait que Chris Carter est un grand écolo en fait. Ça a toujours été, ça se voit déjà dans l'épisode dont on parlait tout à l'heure avec les petites araignées vertes. Hein, ouais. Le message est clairement écolo. D'ailleurs, il a eu des prix pour cet épisode-là d'associations et d'organismes écologistes. Et en plus, si tu te souviens bien, le tenant de la mythologie, ça parle quand même beaucoup de sixième extinction, de pollution, de trucs comme ça, de trucs qui vont pas. Et du coup, il y a vraiment une notion écologiste qui est très forte finalement dans Chris Carter, même si elle n'est pas toujours frontale. Tu vois, elle n'est pas toujours assénée, elle n'est pas martelée, mais elle est quand même vachement présente. Donc déjà, on peut dire assez clairement, facilement, que Chris Carter, lui, n'est pas de droite. En tout cas, pour un Américain, on va dire. Et donc, il y a cette chose-là qui fait que l'auteur lui-même n'est pas de droite. Et aussi, dans la série, oui, effectivement, la série, elle véhicule beaucoup de conspirations, beaucoup de complots. Mais il y a une grande différence entre les complots de X-Files, en tout cas de Mulder, et même des bandits solitaires, par rapport aux complotistes de maintenant, on va dire, pour schématiser aussi. C'est-à-dire que les complotistes de maintenant, en fait, ils ont une opinion dont ils se servent pour rejeter des choses qui les dérangent. Porter un masque, se faire vacciner, ce genre de choses, ça les dérange. Du coup, ils ont une opinion qui est contre le fait qu'on leur impose quelque chose, et donc du coup, ils vont chercher des arguments pour justifier leur position qui parfois n'est pas tenable. Je veux dire rationnellement, pour dire les choses simplement. Et donc du coup, forcément, si on a une conspiration qui nous dit oh là là, dans le vaccin, si tu te fais vacciner, tu deviens magnétique, comme on a pu le voir aux États-Unis. Et d'autres trucs un peu fous chez nous, mais quand même beaucoup moins. Les Américains, ils sont quand même beaucoup plus allumés que nous. Oui, je sais pas si t'as vu des vidéos, t'as des mecs qui essaient de prouver que si tu te fais vacciner, tu deviens magnétique, ils se collent des... Ah non, ça j'ai pas vu, ouais. T'as pas vu? Moi, il y a eu des... Tu cherches sur Internet, tu trouveras. Des mecs qui se collent des couverts en ferraille. Regardez, vous voyez, je suis devenu magnétique. Des trucs complètement dingues, quoi. Et en gros, si tu veux, les complotistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent donc des complots, des histoires qui accréditent leurs opinions pour les légitimer, que ce soit farfelu ou pas, hein, d'ailleurs. Donc il y a plusieurs niveaux par rapport à ça.
Sauf que Mulder et même les bandits solitaires, qui paraissent complètement farfelus aussi, mais ne sont pas du tout dans cette démarche. Pas du tout. Eux, ils cherchent la vérité. C'est-à-dire que quand ils pensent, effectivement, ils relaient, ils inventent des théories du complot, mais c'est parce qu'ils y réfléchissent. Mais ils sont pas fermés à se dire qu'ils ont tort, en fait. Et c'est pour ça que Scully est un personnage extrêmement important, parce que c'est elle qui les remet souvent les pieds à terre. Et Mulder, il est dans une quête de la vérité, ce qui fait que quand il a tort, il le reconnaît, et du coup, il cherche jamais vraiment d'arguments qui le confortent dans son opinion. Et quand ça arrive, Scully est toujours là pour lui dire attention, Mulder, t'es en train de chercher, tu cherches pas des réponses, tu cherches ce que tu veux en fait, ce que tu veux t'entendre dire, tu cherches ça quoi, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une grande différence, c'est que Mulder et les bandits solitaires, donc X-Files en règle générale, recherchent la vérité et ne cherchent pas à être confortés dans leurs opinions. Parce que Mulder lui-même s'est remis en question beaucoup de fois. Et ben justement, une figure très intéressante qui généralement qui est un peu l'ennemi du complotiste, c'est la figure du scientifique. Et donc, comme tu viens de le dire, effectivement, Dana Scully représente une scientifique qui est plutôt bien traitée. Est-ce que c'est un peu pareil pour tous les autres personnages scientifiques de la série ou... Oui. Ouais, oui, en général, ouais. Oui, tout à fait. Ouais, carrément. Même à chaque fois qu'il y a, tu as par exemple besoin de faire avancer l'intrigue. Ils te font intervenir un personnage qu'on verra sûrement jamais, un laborantin quelconque, pour dire ah bah tiens regardez ce que j'ai trouvé, etc. Donc oui, en général la preuve scientifique est là. Ce qui est l'ennemi de la vérité, c'est pas du tout les scientifiques, c'est vraiment l'homme à la cigarette et tout son attirail qui en fait lui prend les faits, les déforme, rajoute des histoires derrière pour justement masquer la vérité. Donc du coup c'est ça qu'essaye de faire Mulder. Il essaye de creuser jusqu'à ce qu'il trouve une preuve de manière irréfutable. Lui, il cherche des preuves. Il cherche pas des opinions. Il cherche pas à se justifier de quelque chose. Lui, il cherche des preuves. S'il a la preuve que sa sœur, elle a été tuée par un tueur en série pédophile, eh ben, ça lui ira. De la même manière qu'il sera content quand s'il trouve une preuve d'un enlèvement extraterrestre. Et d'ailleurs, la résolution de Samantha le montre bien. Mm-hmm. Et même le déroulé de la saison 5, où en fait, il y a quelqu'un qui a réussi à lui faire... changer d'avis sur les extraterrestres. Dans la saison 5, Mulder ne croit plus aux extraterrestres. Oui, c'est vrai. Parce qu'il pense avoir trouvé la preuve qui fait que, sauf que c'est un mensonge supplémentaire. Mais c'est bien la preuve que Mulder, il n'est pas enfermé, justement. Il n'a pas du tout ce mode de réflexion des complotistes de base qui s'enferment dans quelque chose. Il remet toujours ses théories sur le ring. Tu vois, il les repose sur la table. Dans les loners, c'est pareil. Et c'est rare que Mulder, il ait raison dès le début de l'épisode. Il a toujours 2 ou 3 théories qui sont souvent réfutées ou grâce à Scully il peut rebondir dessus, en sortir une autre, etc. Mais il trouve pas la vérité du premier coup. Il la trouve parce qu'il écoute Scully en général. Parce qu'il écoute Scully. Alors Scully, elle a souvent tort parce qu'elle est obtuse, elle veut pas voir les phénomènes paranormaux, même si ça évolue évidemment et souvent finalement elle admet y croire et à la fin elle y croit complètement d'ailleurs. Mais c'est bien la preuve que ces 2 personnages-là ne sont pas du tout obtus dans leur vision des choses. Et ça les éloigne donc beaucoup de choses. C'est pour ça que X-Files, quelque part, en plus de ça, X-Files on peut dire que ça éduque le téléspectateur, son fan, parce que la manière dont sont filmées les choses, on se rend bien compte que des fois la caméra nous ment dans X-Files. Le montage nous ment. Parce que les scénaristes, c'est des petits malins, ils ont des cliffhangers à faire tenir, des twists à avoir, et du coup, ils te font bien comprendre que l'angle de la caméra, la façon dont les choses sont montées, peut te faire croire le contraire de ce qui est réellement arrivé. Ça arrive fréquemment dans X-Files. Ce qui fait que ça t'éduque en te disant que tu ne donnes pas croire forcément ce que tu vois directement. Et du coup, bah, ça t'éduque aussi à la vision des médias, de ce genre de choses, pour ne pas prendre pour argent comptant. C'est toujours se demander pourquoi certaines personnes disent certaines choses. Il y a toujours une motivation derrière. Chercher à connaître cette motivation pour essayer ensuite d'écouter tous les cas de figure et essayer de se positionner pour essayer de trouver soi-même où est la vérité. Parce que la vérité objective journalistique, elle n'existe pas, on le sait bien. Donc c'est cet effort de contextualisation permanent que X-Files réalise au travers de sa réalisation de ses scénarios et de ses personnages. Et ce qui fait que, bah, du coup, pour moi, c'est pas une série complotiste elle-même. Elle-même n'est pas complotiste. C'est presque un antidote au complotisme, en fait.
Donc un gros renversement de situation. Est-ce que Chris Carter a dit des choses par rapport même, donc du coup j'ai pas vu la saison 10 et 11. Enfin, j'ai vu un bout de la saison 10, mais pas jusqu'au bout, du coup. Est-ce que dans ces 2 dernières saisons, il dit de nouvelles choses par rapport à la question du complot? Oui. Alors... Et peut-être l'actualité du moment, tout simplement. Oui, alors le gros raté de ces saisons-là, c'est que justement, ils n'en parlent pas beaucoup de ça. Okay. Cette ère post-vérité, c'est un peu effleuré, etc. Il y a un épisode qui le fait d'une manière magistrale, c'est Darin Morgan. Je sais pas si tu te souviens, Darin Morgan, c'était le frère du scénariste Glenn Morgan. Ouais. Et c'était lui qui écrivait les épisodes comiques, autoparodiques. C'est lui qui a initié ce truc-là avec le Seigneur du Magma, ces épisodes cultissimes. Mais d'ouf. Où en fait, il se moquait allègrement de la série, mais sans la dénaturer pour autant. Donc, il était vraiment dans un entre-deux vraiment magique, quoi. Et dans l'épisode de la saison 11, qui est le meilleur épisode de la saison 11, je te le conseille. Je ne saurais pas dire le titre en anglais parce qu'il est trop long et un peu compliqué à dire, mais il est vraiment fantastique parce qu'il est dans cette ère de post-vérité. En fait, en gros, il y a un personnage qui arrive et qui dit qu'il a toujours connu Mulder et Scully, qu'il travaillait au X-Files avec eux et que personne ne s'en souvient de lui. Et du coup, c'est un épisode sur l'effet Mandela. En gros, tu vois, il y a des gens qui ont une perception de la réalité et de l'histoire qui est différente de l'ensemble. Par exemple, ça vient du fait qu'il y a quelqu'un qui était persuadé qu'en fait Nelson Mandela était mort en prison dans les années 80 en Afrique du Sud, alors qu'en fait il est devenu président d'Afrique du Sud après être sorti de prison quelques années plus tard. Et donc il y a des gens qui vivent dans une autre réalité que toi parce que leurs souvenirs sont faussés. Et donc c'est ce qu'on appelle l'effet Mandela. Donc l'épisode repose là-dessus. Donc on se demande c'est qui ce mec qui prétend avoir travaillé avec nous. Et donc c'est un épisode très très drôle, vraiment fantastique, où en gros on dit à Mulder que c'est devenu un ringard. Il cherche la vérité, mais la vérité elle n'existe plus parce que plus personne ne s'accorde pour dire qu'est-ce que c'est que la vérité. Donc tout le monde a sa vérité, plus personne ne veut croire celle des autres. Donc c'est vraiment un épisode post-vérité et c'est le seul qui vraiment parle de ça. Bien sûr, il y a des allusions à Trump et etc. D'une manière vraiment super drôle et super maligne. Enfin, c'est du très grand Darin Morgan. C'est le meilleur épisode de tout le revival de X-Files. S'il faut en regarder qu'un, c'est celui-là. C'est le 4e de la saison 11. Donc regarde-le après. En plus de ça, il y a une grosse ref à la 4e dimension. Donc c'est vraiment... Cet épisode, il coche toutes les cases de l'épisode culte. Donc en fait, on a un épisode culte dans la dernière saison, tu vois. Donc c'est quand même déjà pas mal. Rien que pour ça, c'est ça à prendre. On peut presque dire c'est bien qu'elle existait. Et donc ouais, ça c'est un peu décevant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sinon dans ce revival? C'est le développement et l'aboutissement de l'arc sur William, donc le fils de Mulder et Scully, qui était amorcé avec sa naissance en saison 8 et puis avec les histoires autour de lui en saison 9. Bon, c'était moins pire que ce que je pensais parce que l'acteur, finalement, le voir adolescent, presque adulte, finalement, ça marchait plutôt bien. C'est juste, en gros, si vous voulez, il y a les idées de base de Chris Carter pour le revival ne sont pas si mauvaises que ça. Qu'il est en revanche, c'est la manière de le faire, quoi. T'as l'impression que il fait toujours les choses comme dans les années 90, mais en plus de ça, on a l'impression qu'il veut rajouter de l'action comme dans 24, dans X-Files. Il y a des courses-poursuites en voiture, il y a Mulder qui fait des trucs de Jack Bauer, on comprend pas pourquoi il le fait. Et ça, Chris Carter, il le gère pas du tout, c'est nul, quoi. Il nous prend pour des abrutis, il nous fait des voix off pour nous dire des trucs qu'on comprend de nous-mêmes. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas dans la manière de faire, mais il y a des nouveautés. Donc, il y a ça, il y a William, il y a le fait que, en gros, le gros truc que les gens n'ont pas bien encaissé, c'est qu'en gros, pourquoi il n'y a pas d'invasion extraterrestre? Oui, parce que normalement, il était annoncé qu'en 2012, normalement, c'était le grand jour, c'est ça? Alors, en fait, le truc, c'est qu'il y a un personnage clé qui dit quelque chose dans le premier épisode de la saison 11. Alors, je reviens un peu en arrière. Dans le premier de la saison 10, déjà, on nous explique que le crash de Roswell ne s'est pas passé à Roswell le jour auquel on pense. Ok. Ça s'est passé un peu plus loin, quelques jours plus tôt, quelques semaines plus tôt. Déjà, ça c'était un truc qui avait déjà été un peu évoqué, mais là c'est frontal et on se rend compte que c'est ultra important en fait. Ultra important. En plus de ça, donc on a un personnage clé dans la saison 11 qui nous dit que les extraterrestres ne veulent pas nous coloniser parce que la planète est trop polluée. Ok. Alors du coup les gens se sont dit comment ça, les extraterrestres ils viennent, ils font tout un pataquès et ils changent d'avis parce qu'on a trop pollué la planète en 20 ans. Sauf que les choix des mots du personnage sont très importants. En fait, la personne ne dit pas qu'ils ont changé d'avis. Il dit juste qu'ils veulent pas le faire. Sous-entendu qu'ils ont jamais voulu le faire.
En gros, le revival, pour moi, ça c'est ma théorie, elle n'est pas prouvée par des choses. Donc ça, justement, j'étayerai cette théorie dans mes podcasts où je reviendrai saison par saison pour donner du grain à moudre à cette théorie. Ma théorie, c'est qu'en fait, les extraterrestres n'ont jamais cherché à nous coloniser. Les extraterrestres, c'est pas les méchants. Les extraterrestres, ils sont juste là. On connaît pas vraiment leur motivation, qu'est-ce qu'ils veulent faire, etc. Sauf que donc du coup, il y a les hommes qui ont utilisé, comment dire, eu des effets d'aubaine de récupérer des ovnis, récupérer des extraterrestres pour faire des expériences dessus et acquérir de la technologie et se faire passer eux-mêmes pour des extraterrestres. Donc, pour faire un résumé, voilà ce que je pense, c'est que ce fameux crash de Roswell, qui n'est pas le vrai crash de Roswell, en fait, ils se sont rendus compte, les gens du gouvernement de cette époque-là. Donc ils ont mis la main sur une technologie extraterrestre, un vaisseau extraterrestre, sur des aliens morts et vivants, et ils ont compris d'une manière qui n'est pas expliquée que en gros l'humanité courait à sa perte. Donc l'écologie, tout ça, bon, je vais pas faire tout le blabla que tout le monde ne sait que trop bien maintenant, que en gros l'humanité est en sursis, parce que bon, c'est des extraterrestres, ils voyagent de planète en planète, donc ils ont voilà, on peut leur faire confiance, on pense que leur analyse, elle est juste. On peut imaginer que ces hommes-là ont pris la chose très au sérieux, contrairement à nos gouvernements actuels, en se disant, oui, effectivement, on sait précisément quand est-ce que l'humanité va s'éteindre. On le sait, ça sera sûrement au XXIe siècle, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un plan qui est de décimer 99% de la population humaine au moment où ça arrivera, pour n'en garder qu'une poignée. Donc il restera plus que quelques millions de personnes qui seront choisies, triées sur le volet, parce que bon, pour avoir toujours de l'énergie, de quoi bouffer, des trucs comme ça, pour avoir une civilisation qui tient, même si c'est plus qu'une poignée d'humains, qui fait que ça rend la civilisation tenable sur ce qui reste de la planète Terre, ça puisse tourner. Donc il faut sélectionner les gens. Donc leur but c'est ça, sauf qu'ils peuvent pas faire ça évidemment en claquant des doigts, ça va mettre des décennies à se mettre en place. Pour mettre ça en place, il faut faire travailler des gens pour toi, des scientifiques, des militaires, peu importe. Sauf que les gens, si tu leur expliques la vérité, les mecs, les gens ils vont paniquer, ils vont pas vouloir, etc. Donc qu'est-ce qu'ont fait ces gens-là? Ils ont ensuite inventé un autre crash d'extraterrestres qui leur permettait justement de maîtriser l'information. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la résolution distress, dont on parle dans la saison 1 de X-Files, qui en gros dit si jamais il y a un pays qui trouve un extraterrestre, il doit le buter, en gros, parce qu'ils sont dangereux. Mais en fait, la vraie raison, ça c'est pas parce qu'ils sont dangereux, c'est parce qu'en fait, ils risqueraient de révéler le poteau rose. Parce que du coup, les conspirateurs, les vrais conspirateurs, ils ont créé un mensonge où ils expliquent que les extraterrestres veulent nous coloniser, qui veulent nous remplacer, ils veulent nous grand remplacer. Ah bah voilà. Donc toujours la droite. C'est ça, mais ça vient de la peur du communisme. C'est pareil. Donc tout ça, c'est quand même des sources très américaines. Et donc en gros, ils ont inventé toute une histoire, ce qui fait que le syndicat qu'on voit dans les saisons 3, 4, 5, 6. En fait, on pensait que c'était eux les grands conspirateurs qui cherchaient, tu te souviens du vaccin, on leur a dit donnez un membre de votre famille en gage, etc. Eux ils se sont fait enfler. En fait, l'homme à la cigarette, lui, il est au-dessus de ça, lui il connaît la vraie vérité. Et donc ces gens-là, il les a utilisés parce qu'il faut des infrastructures, il faut des gens pour tenir ces infrastructures, pour mener ce projet à bien. Donc eux, dans leur tête, on leur a dit les extraterrestres, ils sont là pour nous fumer. On va essayer de collaborer avec eux, mais en même temps, on va quand même essayer de trouver un truc pour les niquer, parce que quand même. Mais sauf que la vérité, c'est pas ça du tout. Les extraterrestres, ils sont là, mais c'est des victimes en fait. Le vrai but des conspirateurs, c'est d'utiliser toute cette technologie-là pour niquer une grande partie de la race humaine, pour en avoir qu'une poignée de survivants élus. Et l'homme à la cigarette, bien sûr, lui, il veut être tout au haut de la pyramide. Donc, tu vois, quand tu dis ça, tu te dis, mais ouais, il y a plein de choses qui correspondent et qui rendent certaines choses compréhensibles. Notamment le fait que, comment ça se fait que Samantha, justement, t'en parlais tout à l'heure, elle est morte à l'âge de 14 ans, mais en fait, elle a vécu avec l'homme à la cigarette pendant de nombreuses années. Comment ça se fait qu'il l'a récupérée? Ceci explique cela. Il y a plein de choses comme ça qui s'expliquent. Comment ça se fait que quand le syndicat s'est fait buter par les hommes sans visage, dans l'épisode Toute la vérité de la saison 6, l'homme à la cigarette savait et s'est barré juste avant. Tu vois, c'est plein de petits indices
les marqueurs sur les vaccins de la variole pour cataloguer la population. Enfin, tout ça va dans ce sens-là, en fait. Et ça va aussi dans le sens où le message écologiste de Chris Carter. Et à ça, je te renvoie au pré-générique du dernier épisode de la saison 6, Biogénèse, où on te parle de la 6e extinction d'une manière très frontale et très scolaire. Ouais, c'est très dur à écouter, même à l'époque. Et là, du coup, là, tu as le nœud du problème, en fait. Tout est là. Tout était là depuis le début. Et du coup, l'épisode du Seigneur du Magma, où en fait, c'est quoi le Seigneur du Magma? C'est des pilotes américains qui se font passer pour des extraterrestres, qui se font enlever eux-mêmes par un extraterrestre. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'on t'explique dans cet épisode-là? On t'explique que des militaires se font passer pour des extraterrestres pour kidnapper des gens. Ça passait pour une blague à l'époque. Mais à l'aune de ce que je viens de te dire, c'est complètement logique. Enfin, tout s'imbrique parfaitement. Et qu'en gros, tout ce qu'on a toujours cru de la conspiration, donc finalement tout ce qui est dit dans le final de la saison 9, c'est une connerie, c'est une couche, quoi. C'est une couche qui est en dessous. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le premier épisode de la saison 10, il y a un gars qui dit à Mulder qu'il a toujours été loin de la vérité. Parce que c'est vrai. Et d'ailleurs, dans la série, il a toujours pas compris ce que je viens de t'expliquer, tu vois. Et donc, il aurait fallu l'hypothétique saison 12 pour clôturer tout ça, quoi. Pour clôturer ou pas, hein, parce que ça se trouve que Chris Carter, il aurait pu continuer pour une saison 13 ou 14. L'enfer. Mais du coup, c'est con parce que moi, je trouve que, tu vois, tout à l'heure, je disais qu'il y a un retournement de situation final que j'attendais à l'époque de la saison 9, parce qu'on avait beaucoup discuté de cette théorie-là sur les forums. Et quand ça n'est pas arrivé avec la diffusion du final, on s'est dit, ok, c'est pas ça, quoi. Parce que moi, j'ai toujours trouvé ça plus intéressant quand même de dire que les extraterrestres, tu connaisses pas leur motivation. Et qui finalement ils soient exploités par les humains parce que l'humanité c'est de la saloperie, tu vois. Je trouvais que c'était quand même plus fort, plus intéressant comme message que il y a des extraterrestres qui sont là, ils veulent nous coloniser, ils veulent nous remplacer. Je trouvais ça c'était trop une motivation humaine appliquée à une race extraterrestre assez nébuleuse et mystérieuse. Du coup, cette théorie-là, elle permet de redonner ce statut mystérieux aux extraterrestres qui, je trouve, est beaucoup plus intéressant. Ok, écoute, hâte d'écouter tes podcasts sur la question. Tu vas les faire quand déjà, tu m'as dit, l'année 2023 C'est le premier épisode, ça sera pour le 13 octobre de cette année. Ok. Et j'en sortirai un tous les mois, chaque 13 du mois. Donc ça sera avec Mehdi Achouch, qui travaille aussi beaucoup sur les séries télé, qui est universitaire, etc. On connaît bien. Et puis il y aura aussi Manu du Point Pop et sûrement Jay de temps en temps. Trop bien. Donc voilà, ça permettra de faire du coup de revenir un peu sur chacune des saisons comme on l'a fait tout à l'heure, évoquer nos souvenirs, parler de la production, faire le liste exhaustive de tous les épisodes pour dire voilà, celui-là était nul, celui-là était bien, celui-là était moyen, et puis ensuite de faire une partie mythologie où j'expliquerai cette théorie-là plus en détail et je m'appuierai sur des éléments concrets de chacune des saisons pour dire voilà, c'est là-dessus que ça va, et puis je challengerai un peu cette théorie avec les autres intervenants pour me dire s'ils étaient convaincus ou pas par cette idée. Parce que là, comme je l'ai dit, ça ne reste qu'une théorie que peu de personnes partagent. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas lu quelqu'un aller vraiment dans ce sens-là. Au début peut-être, mais finalement la saison 11, pour certains, c'était la saison de trop, mais moi je trouve que justement dans cette saison 11, il y a des indices qui vont un peu dans ce sens-là. J'ai partagé le Twitter du Coin Pop dans le chat pour les gens qui ne connaissent pas, pour qui s'abonnent tout simplement. Autre question qui me passe par la tête sur notre question complotiste, de droite, etc. Comment considères-tu la représentation du politique dans la série ? Le politique, c'est une victime quelque part, parce qu'il est floué par finalement un groupe privé. C'est dit plusieurs fois dans la série d'ailleurs que c'est un groupe qui à la base avait une origine publique et qui est vite rapidement devenu privé, et en gros c'est un intérêt d'un groupe d'hommes privés qui a pris le pas sur le public. Donc du coup les hommes politiques ils se font flouer comme les autres, et c'est pas pour rien que le sénateur Matheson dans les 2 premières saisons de X-Files, il se sert de Mulder justement pour essayer de découvrir certaines choses. C'est un personnage qui n'a pas été assez développé et qui finalement est terminé corrompu dans la saison 6, mais en tout cas on voit que oui, même les hommes politiques ils sont à la ramasse. On voit bien que le président même des États-Unis, dans une scène qui était coupée du dernier épisode de la série, il était à la solde de la conspiration, il disait ce qu'on disait, et puis c'était tout, quoi. Donc les hommes politiques, ils sont dépassés en fait. Ils comprennent pas.
ils sont dépassés par la situation, et soit ils se font corrompre, soit on s'en débarrasse. Soit ils sont interchangeables et ils se fichent un peu des administrations en place parce que de toute façon tout se passe en sous-main. Et Mais il y a quand même des gens, tu vois, comme disait le sénateur Matheson, Walter Skinner, il y a quand même des gens qui sont en place, qui essayent de faire bien les choses, mais c'est difficile d'être face à un tel truc tentaculaire. En plus de ça, t'as les gens qui veulent pas croire. Je veux dire, c'est pas une vérité que t'as envie d'entendre. Donc forcément, les conspirateurs comptent beaucoup là-dessus. Et Donc tout lien avec des lobbyistes pétroliers ne sont pas du tout fortuits. Et donc du coup, on a très peu de figures de contre-pouvoir dans cette série. À part Mulder et Scully qui enquêtent et quelques personnes qui les aident un peu à droite à gauche, des informateurs. On n'a pas de constitution d'organisation en elle-même qui est un contre-pouvoir, c'est vraiment des gens qui sont à la marge et mis à la marge de la société. On parle à un moment donné, dès la saison 5, d'une certaine résistance. Il y a Krycek avec les Russes, un groupe russe de conspirationnistes, des complotistes russes qui sont contre justement les complotistes américains. On ne sait pas quel est leur degré de connaissance, mais on peut imaginer quand même que Krycek, peut-être lui, en savait peut-être un peu plus, on n'en sait rien. Mais voilà, le seul groupe vraiment d'envergure qui est contre ça, c'est des qui sont présentés comme étant des extraterrestres rebelles dans la série, qui donc du coup, d'après ce que je viens de te dire, ne sont pas des extraterrestres, mais plutôt le fruit d'expériences humaines utilisant une technologie extraterrestre. On parlait de Jeremiah Smith tout à l'heure. C'est toujours un peu des groupes un peu de résistants, quelque part, un peu des groupes, des gens qui prennent le maquis, qui essayent de s'organiser autant qu'ils peuvent, mais ils peuvent pas, quoi. Et du coup, Mulder et Scully, finalement, ils se retrouvent toujours tout seuls, malgré tout. Et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, du coup. Non, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser de Scully. Ça serait que c'est peu crédible par rapport à tout ça, mais si tu te dis que Mulder, il a toujours été finalement à côté de ses pompes, qu'il n'a jamais découvert la théorie dont je t'ai parlé, tu peux comprendre que la cigarette, au contraire, ça sert ses intérêts. Oui, parce que les idées que pourra comprendre Mulder, ça sert complètement les intérêts de l'homme à la cigarette. Puisque ça perpétue à cacher la vérité, justement. Ok. Bonsoir, moi qui croyais que c'était juste un gloubli-boulga conspi non sensible passé la saison 2, dit le paresseux clavivole. D'ailleurs, j'ai fait à peu près 1 heure de vidéos sur YouTube où je détaille avec des vidéos qui ont été sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Guillaume Mathias ou Wisteria Mysteries. J'ai trouvé ça. Où en gros, pendant 1 heure, donc en 5 vidéos, je décortique sur un texte qui avait été écrit par un certain Strugold, qui avait été paru dans le magazine de Série Max, à l'époque où je m'en occupais, et donc qui résume, qui explique tout de la mythologie des 9 premières saisons. Donc, ce que je viens d'expliquer, cette théorie-là, parce que ces vidéos-là, je les ai faites avant la saison 11, la diffusion de la saison 11, donc cette théorie-là, elle est arrivée après. C'est pour ça que je vais faire des podcasts pour revenir dessus. Mais en tout cas, on voit bien que rien que dans les 9 premières saisons, en dehors de cette théorie-là, toute la conspiration et la mythologie de Chris Carter tenait la route. Même s'il y avait des idées un peu connes, comme les super soldats dans la saison 9, ça tenait vachement la route. Et on se rendait compte qu'on avait des indices qui étaient disséminés ici et là, et on ne les comprend que 2 ou 3 saisons plus tard. Donc quand tu as vu tous les épisodes 15 fois de manière inlassable pendant des années, ces indices, oui, au bout d'un moment, tu les repères et les choses, elles deviennent assez limpides finalement. Désolé, je suis en train de chercher ta chaîne, c'est pour ça que mais je t'écoutais, hein, bien sûr. Retour sur la saison 10. Ouais, c'est cette chaîne-là, ouais. Du coup, t'as une playlist qui s'appelle X-Files et dedans, il y a les 5 vidéos sur la mythologie. Voilà, je mets la chaîne dans le chat. Bam, allez vous abonner. Du coup, si tu veux la diffuser sur ton stream, tu peux du coup. En tout cas, oui, c'est bon, j'ai partagé le lien pour que les gens aillent s'abonner. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur... En tout cas, moi, je m'étais fait la réflexion pour rester un peu sur la question de la droite, l'extrême droite, etc. Mais tu l'as déjà t'as déjà répondu un peu à cette remarque.
Mais moi, je trouve ça assez fascinant qu'on se retrouve donc face à des mouvements comme QAnon, etc., qui sont ultra conspi, etc. Mais finalement, c'est une émission que je vais faire un jour. Plus un abonné, merci Volta. Merci pour Guillaume. Oui, t'as un abonné en plus. On t'a amené un abonné. Oui, moi, la réflexion, c'est que j'ai prévu une émission dont la question sera: est-ce que la science-fiction sert à quelque chose? Parce que des personnes se font la réflexion que la science-fiction a toujours dénoncé énormément de choses, mais n'a jamais vraiment changé le monde. Et moi, je me suis fait la contre-réflexion qu'en fait, tout ce qui était un peu science-fiction, notamment avec le mouvement QAnon, etc., actuellement, c'était des gens qui vraiment reprenaient plein de poncifs de science-fiction pour se réapproprier et changer le monde, du coup, dans le sens des méchants, quoi, clairement. Et voilà, c'est vraiment une réflexion que j'ai pas du tout fini d'avoir. Mais par exemple, là, Donald Trump a dit dernièrement qu'il fallait se faire vacciner, que c'était très bien. Donc, c'est fans hardcore en mode PLS, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Jones, il l'a traité, et j'ai vu ça, ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Enfin, il y en a, c'est pas tout le monde, mais il y en a qui ont fait: ah, mais c'est un clone, quoi. C'est quand même ouf comme. Non, mais c'est. En fait, c'est le truc, c'est les Américains, ils sont un peu fous. Quand même. Ils croient un peu. Ouais. Moi, j'avais un prof quand j'étais gamin au collège qui disait: toi, tu crois vraiment tout comme un Américain, quoi. Parce que c'est vrai qu'ils, franchement, les mecs qui sortent des trucs. T'as le coup du vaccin magnétique, les clones, les machins. Non, mais les gars, faut arrêter. Du coup, c'est vraiment cette frange-là qui récupère la science-fiction, enfin, etc., et tous ces théories du complot, toutes ces technologies, en mode, ils rentrent dans une espèce de réel, d'une certaine manière, parce qu'il y a des gens qui croient dur comme fer. Ces théories-là, justement, dans X-Files, elles étaient, il y en avait, tu vois, mais elles étaient moquées. Elles étaient moquées par Mulder. Mulder, il s'en moquait lui-même. Parce que Mulder, justement, il faisait la distinction entre le torchon et les serviettes. En tout cas, il essayait. Il n'y arrivait pas toujours, mais il essayait. Il se disait: ah non, mais ça, quand même, ça, les gars, vous exagérez, tu vois. Il y a des trucs auxquels il croyait pas. Il croyait pas à tout et n'importe quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, les QAnon, qu'est-ce que tu veux dire? C'est des gens, vraiment, ils ont besoin d'exister, ils se racontent des histoires. Le problème, c'est que ça devient fou, quoi. Ouais, c'est pour ça que X-Files, là-dessus, sur cette notion de post-vérité, il y avait beaucoup de choses à dire et ils ont un peu manqué le coche, quoi. Ouais, oui, c'était c'est un peu dommage. Ils avaient un peu une autoroute. À part l'épisode de Darin Morgan, c'est dommage, hein. Parce que, ouais, même les Lone Gunmen, il y avait tellement de trucs à dire. Parce que les Lone Gunmen eux-mêmes, ils avaient leur série dérivée, ils avaient des trucs complètement farfelus, quoi. Mais le truc, c'est que eux, ils étaient pas malveillants, tu vois. Ils étaient pas malveillants. En gros, c'était vraiment pour aider, pas pour leur intérêt personnel. Pour un agenda politique. Pas pour en tirer un avantage. Ouais. Oui, pas pour faire avancer telle ou telle loi. C'était pas, parce qu'en gros, c'est toujours pareil. Les conspirations, à quoi elles servent, dans le cas qui nous intéresse, là, de ce dont on vient de parler, c'est des gens qui se servent de ces conspirations-là pour rejeter l'autorité du gouvernement et rejeter certaines choses d'utilité publique. Parce qu'ils n'ont pas envie de participer à l'effort commun de telle ou telle chose. Et donc, du coup, ils inventent des histoires pour s'en soustraire. Mais les Lone Gunmen, ils sont pas du tout dans cette optique-là. Eux, ils sont méfiants parce qu'il y a raison de s'en méfier des complots, des conspirations. Il y en a eu des vrais, hein. Bon, évidemment, dans la réalité, ça reste jamais longtemps secret parce que des hommes à la cigarette, ça n'existe pas, hein. Des gens qui sont aussi intelligents pour réussir à cacher des trucs et à manipuler les gens. Je veux dire, les manipulations, elles durent jamais très très longtemps. Mais eux, voilà, ils étaient pas dans cet intérêt personnel d'essayer d'en tirer un avantage. Tu vois, un avantage pour eux. Eux, c'était des marginaux. De toute façon, ils avaient déjà accepté d'être des marginaux et de vivre la vie qu'ils... Et Mulder, pareil. Ils disent toujours c'est un croisé. Parce que le mec, sa vie, elle est pourrie, quoi. Sa vie, elle est pourrie. Il mais dort sur son canapé. Voilà. Non, mais même, je veux dire, tout le monde se fout de sa gueule. Personne ne le prend au sérieux. Sa vie sociale, c'est un désastre. Mais je pense que les gens d'extrême droite, QAnon, on va dire QAnon on va les englober là-dedans, doivent se dire la même chose en disant ouais, moi aussi je suis complètement esselé, mis au banc de la société, tout le monde se fout de ma gueule, mais donc il se dit je dois être dans le droit chemin, généralement l'un va avec l'autre. Oui, mais la différence, c'est ce que je te dis, c'est sur l'intention. Quelle est leur intention? Pourquoi ils sont là-dedans? Pour un intérêt personnel. Mulder, lui, c'est la vérité qu'il cherche.
c'est pas un intérêt personnel. Il est peut-être orgueilleux, mais il n'est pas vaniteux au point de se fourvoyer là-dedans. Lui, la vérité, elle va lui faire mal. Elle lui a fait mal déjà. Et c'est pour ça que il est pas. Je veux dire, tout ce qu'il a pris dans la gueule, je veux dire, les gens qui sont conspirationnistes, complotistes, ils auraient jamais supporté le quart du dixième de ça, tu vois. C'est pour ça que lui, il a une obsession, c'est la vérité. Des fois, il se trompe, des fois, il se fourvoie lui-même, mais c'est pas pour intérêt personnel. Il y a WizDavi qui est dans le chat, du coup, ben, effectivement, du coup, ce serait plus X-Files récupéré par la droite et l'extrême droite que X-Files de droite, pour l'interrogation. Mais c'est exactement ça. C'est parce qu'en fait, si tu regardes la série en surface, oui, la série en surface, elle utilise quoi? Elle utilise des théories du complot. C'est ça qu'elle expose. Mais le but de Chris Carter, c'était pas de parler de politique par rapport à ça, à la base. Si on se souvient de pourquoi Chris Carter a créé X-Files, c'est pour faire peur. Oui. Lui, ce qui l'intéressait, c'est de faire une série comme La Quatrième Dimension, comme Kolchak, The Night Stalker. C'est des trucs comme ça. Donc, il n'y avait pas de politique par rapport à ça. Lui, sa seule ligne politique, c'est un truc un peu écolo, finalement. Et puis, tu regardes les valeurs que défend Mulder, c'est finalement la défense du plus faible. C'est les gens qui sont victimes de la conspiration. Mulder et Scully essayent de les sauver en dévoilant la vérité, parce que du coup, ceux qui sont oppressés par les conspirateurs, ça réussit rarement. C'est les petits gens. Ouais. C'est les petites gens, c'est les femmes qui se font enlever pour avoir des expériences et qui meurent du cancer. Mulder et Scully, leur but, c'est de choper les meurtriers, enfin choper les responsables, trouver des preuves et les traduire devant la justice. Bon, ils n'y arriveront jamais. Mais leur but, c'est ça. C'est pas un agenda politique. Donc du coup, Chris Carter, il a utilisé les théories du complot. Quoi? Parce qu'au début des années 90, il y avait des sondages qui étaient sortis, comme quoi il y avait beaucoup d'Américains qui croyaient aux extraterrestres et qui étaient persuadés d'avoir été enlevés par des aliens. Donc voilà, il est parti de ça, en fait. De ça et du succès de Twin Peaks. Donc ça a donné X-Files. Mais le but, à la base, c'était pas... parce que la défiance du gouvernement, elle vient du Watergate. Enfin, tout ça, Chris Carter les distille très bien. Je veux dire, c'est pas parce que les théories du complot, il y a beaucoup de conneries que les gouvernements, ils sont tout blancs. Bien sûr que non. C'est quand même X-Files, c'est un truc qui est bardé de nuances et de niveaux de gris. Et effectivement, pour moi, X-Files, ça a été récupéré beaucoup par les gens de droite et d'extrême droite, mais en réalité, c'est plutôt une série de gauche. Comme souvent, c'est comme on discutait dernièrement sur, je fais un petit parallèle à ça, de Matrix. Oui. Matrix, voilà, série réalisée par des femmes trans, pas sur le moment, mais après coup, mais qui était déjà un gros sous-texte là-dessus, et qui a été complètement récupéré sur son imaginaire, et puis le rouge, la pilule bleue, etc. Alors que c'est complètement, je pense aujourd'hui, c'est d'autant plus prouvé par le dernier épisode, le quatrième film qui est sorti. Même si j'aime pas ce terme, mais je vais l'utiliser, je pense que les gens d'extrême droite disent que c'est une série, c'est un film woke, etc., absolument insupportable, mais pourtant, à une époque, ils avaient récupéré Matrix de la même manière que X-Files, ça a été récupéré en mode imagerie, etc., ça fonctionne bien. C'est tout à fait, en fait, les gens, ils sont passés à côté, vraiment, ils ont pas compris vraiment le message, ou les gens, en tout cas, qui leur donnaient le message, et maintenant que c'est plus clair, ils le supportent pas. Bah oui. Et d'ailleurs, dans Matrix, je vais spoiler un petit truc de la fin du dernier film, parce que c'est un extrait que j'ai vu sur Twitter qui m'a fait rigoler, où en gros, les anti-vaccins, par exemple, ils se reconnaissaient dans le discours qui est joué par Neil Patrick Harris, où il disait qu'en gros, les hommes moutons ne veulent pas quitter la matrice, etc. Et c'est pour ça que Neo et Trinity ne pourront pas gagner. Sauf que, et du coup, les anti-vaccins se servaient de cet extrait-là pour dire, en gros, vous êtes fait vacciner, vous êtes des moutons, etc. Mais si tu comprends bien les choses, les anti-vaccins, ce sont les gens qui veulent vivre comme avant le Covid, c'est eux qui veulent rester dans la matrice, en fait, qui ne veulent pas sortir du train-train quotidien que leur offrait la société. Du coup, c'est eux aussi qui vont voter contre toutes les lois écolo, parce que ma liberté, on m'empêche de partir en croisière ou de prendre l'avion ou de quoi que ce soit. Je donne des exemples comme ça au hasard. Donc finalement, les hommes moutons, c'est les gens qui n'acceptent pas le changement, en fait. Parce que la matrice, elle était confortable avant, mais c'est un mirage dont il faut sortir. Et c'est Matrix comme X-Files, je pense que leur vrai message, c'est ça. Il faut regarder un peu ce qu'il y a derrière le rideau, en fait. Et il faut l'accepter.
faut l'accepter qu'il y a quelque chose de différent de ce qu'on imaginait derrière le rideau et que du coup, il faut agir en conséquence. Faut pas oublier que le titre du premier film de X-Files, c'est Fight the Future. Ouais. Combattre le futur. Putain, si c'est pas éloquent, ça, je sais pas ce qu'il faut, quoi. Je te propose de terminer sur une dernière question. Faire un petit rebrousse-poil, à moins que tu aies d'autres choses à dire, ou dans le chat, si vous souhaitez poser des questions. Donc, on commence à faire un joli petit tour, je trouve. En fait, c'était pour revenir aussi, du coup, sur toute cette vague qu'avait lancé X-Files à l'époque, sur le milieu des années 90, où il y a eu cette mode extraterrestre absolument monstrueuse, et c'est complètement X-Files qui l'a lancé. Le faux documentaire de Roswell, de l'autopsie de Roswell. On voyait des trucs sur l'extraterrestre dans tous les magazines, même absolument mais improbables, enfin je dirais des Voici, des choses comme ça. J'étais abonné à plusieurs d'entre eux, hein, j'avoue. Oui, il y avait les paranormal, je sais plus trop quoi, il y avait les... il y avait des documents OVNI avec des VHS. Et on mettait des X partout, enfin pour faire des... on mettait des X partout, ça marchait bien. Il y avait un rédacteur, je sais pas, de Télé Loisirs, j'ai n'importe quoi, qui disait... Non, mais on met un X sur notre couverture pour X-Files, le X de X-Files, quoi. Et ben, on fait 8 fois plus de ventes, quoi. C'était vraiment un truc un peu magique, quoi. Mais ça avait vraiment lancé aussi toute cette vague de... Eh ben, il y avait quand même Pradel qui avait fait en prime time sur TF1 un samedi soir, pendant 3 heures, une émission avec Jean-Louis Kidam de France pour parler de l'autopsie de Roswell, où c'était étudié, des scientifiques arrivés, etc. En mode ultra sérieux, quoi. Et pareil, tout ce qu'a fait cette série... Sur la question, enfin, la conspiration, des éventuels extraterrestres qui seraient sur Terre, etc. C'était vraiment rentré dans le domaine public, clairement, quoi. En tout cas, parce qu'aux États-Unis, c'était déjà le cas auparavant. En France aussi, hein, d'ailleurs, il y a Jean-Claude Bourré qui faisait pas mal de livres là-dessus. Mais c'était à la marge. Ça fonctionnait, hein, mais... Je sais pas si c'était vraiment à la marge, hein, parce que, souviens-toi, il y avait déjà des reportages sur les grandes chaînes, et à l'époque, on en avait que 3, 3-4. Donc, non, il y avait déjà ce truc-là, dans les années 70, déjà, tu vois, je veux dire. Effectivement, ce qui a ramené X-Files, c'est vraiment la paranoïa de la conspiration, pour moi. Même si c'était déjà présent auparavant, le booster, il a été là. La présence des extraterrestres, tout ça, tu rencontres du troisième type, ça a quand même marqué beaucoup de gens. Même le projet Blue Book, tout ça. Enfin, déjà, moi, j'ai des bouquins des années 70 que j'avais lus, du coup, qui étaient sortis. Il y en avait plein qui étaient sortis sur le truc. Alors, effectivement, ça rentrait pas dans des millions de foyers via la télévision parce que X-Files, à l'époque, c'était un carton. Ça faisait sur une petite chaîne comme M6, qui était une toute petite chaîne à l'époque. On l'appelait la petite chaîne qui monte. C'était une chaîne de clips à la base. C'était vraiment une chaîne comme la TNT. C'est devenu un monstre grâce en partie à X-Files. X-Files, c'était 4 millions de téléspectateurs. C'était un truc de ouf. Alors qu'en plus de ça, comme je le disais, il y a des zones de France qui ne captaient pas M6. Donc, c'est une série c'est un gros score. C'est une série qu'ils avaient mis en plus à la base le dimanche soir pour compléter un peu le programme du dimanche soir à 19h. C'est ça, moi, c'est là où je l'ai découvert. Et après, ils l'ont rabattu sur le vendredi. Et après, ils ont racheté toutes les séries un peu fantastiques qu'ils pouvaient trouver. Et ils ont fait les trilogies du samedi. Mais ce qui a permis quand même de découvrir des Buffy, des trucs absolument dingos et amener ça en France, quoi. Et il y avait beaucoup de X-Files-like qui étaient quand même assez pourris. Oui, ils ont tout tenté. Bon. Il y avait, pour faire comment elle s'appelait, il y avait une série qui était ultra ambitieuse, mais qui était pas ouf, qui en fait devait passer chaque saison, c'était une décennie. C'était Dark Skies. Ouais, c'est ça, Dark Skies, ouais. Ça a duré qu'une saison. Ouais, elle a pas tenu, la plupart. C'est comme les post-Lost. Tout à fait. C'est la vraie trilogie du samedi de NBC. Parce qu'en fait, NBC, ils se sont dit, oh là là, il nous faut vraiment de quoi concurrencer X-Files. Donc en fait, ils ont pris X-Files et ils l'ont divisé en 3 séries. Donc il y avait Profiler pour le côté FBI et tueur en série. Il y avait Dark Skies pour le côté conspiration et extraterrestre. Et le troisième, c'était... je me demande si c'était pas le Caméléon. Aussi pour le côté un peu conspiration. Je me demande si c'était le Caméléon. Je me souviens plus. Bon, en tout cas, ça a duré le temps que ça a duré. Et puis bon, c'était quand même... Ouais, c'était des séries quand même très moyennes. Caméléon a tenu ses premières saisons. Après, ça s'est délité très rapidement, mais les 2 premières saisons étaient propres. C'était sympa. Bon, c'était, je veux dire, X-Files, il faut bien se dire qu'à l'époque, c'était ce qu'il y avait de mieux à la télévision. En termes de valeur de production, X-Files et Millennium, c'était dans les années 95, 96, 97, c'était le haut du panier, quoi. Il n'y avait pas mieux. HBO n'était pas là, Les Sopranos n'étaient pas encore sortis.
Donc on avait vraiment, on peut le dire vraiment, hein, X-Files, ça a été pendant 2-3 ans la meilleure série du monde. En termes d'écriture, de réalisation, d'acting. Gillian Anderson, elle a remporté des Emmy Awards et des Golden Globes tous les ans pour sa performance d'actrice, alors que c'est une série de science-fiction. Et que, en général, c'est des séries qui sont plutôt boudées par ce genre de trucs. Ah, mais il y avait aussi une réalisation, une photo assez ouf. Enfin, il y avait la photographie de la série dingue. Quand ils tombaient sur un épisode de la série, il y a plein de gens qui ont débuté, qui croyaient que c'était un film. Bah oui, c'était impressionnant. Pas, tiens, c'est quoi ce film? Ah, puis après, c'est une série. Ah, d'accord. Et oui, à l'époque, ça a vraiment changé beaucoup de choses, quoi. Eh ben, je te propose de finir sur une dernière question dans le chat, et que ça trouve ça fait une bonne conclusion à notre rencontre. Pour toi, quel est donc de Mara Vega, quel est le digne successeur de X-Files selon toi? C'est une bonne question, vraiment une bonne question. Bon, pour le côté feuilletonnant, scénario, histoire à tiroir, on peut dire Lost quelque part, même si je trouve que c'est un peu pompé et raté sur certaines choses. Mais vraiment. Mais gros phénomène aussi, gros phénomène sur le moment. Oui, gros phénomène, oui. Puis il y a eu un peu le même genre de mécanisme sur Internet, des théories de fans, etc. Ouais. Donc je peux dire que Lost en particulier. Sinon, il y a eu de très 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 plutôt nul Fringe des mêmes producteurs. Ah ouais, Fringe, ça passait bien, je trouvais. Ça va. Oui, enfin. Moi, en général, à partir du moment où je sens trop l'influence de quelque chose, tu vois, qu'on essaye de reproduire une formule, j'adhère pas en général, tu vois, ça marche pas pour moi. J'aime bien l'originalité, même si c'est pas une série qui est nulle, hein, c'est pas ça que je dis, hein. C'est juste que bon, voilà. Il y a eu moins de passion autour que X-Files ou Lost, effectivement, sur la théorie de fans. Voilà, Lost, il y a quand même des trucs nouveaux, quoi, qui ont été mis sur la table, même si ça reprend beaucoup de trucs de X-Files, de Twin Peaks, d'autres choses. Voilà, il y a quand même pas mal de nouveautés, voilà, les mecs qui sont un peu creusés la tête pour produire ça, quoi, même s'ils sont pas assez creusés la tête pour certains scénarios, peut-être. Sinon, récemment, genre une série qui m'a bien accroché comme ça. Je dirais plutôt, alors c'est plutôt pour le côté enquête policière, ce serait Mindhunter sur Netflix de David Fincher. Pour la bonne et simple raison que si vous vous souvenez bien, vous faites certains parallèles. Chris Carter, quand il a créé X-Files, il l'a créé justement par rapport aux techniques de profilage et on voit clairement qu'il s'est inspiré de cette histoire qui est une histoire vraie de Mindhunter. Et si tu reprends des dialogues, des monologues en fait de rapports des personnages de Mindhunter, tu te rends compte que Mulder et Scully disent la même chose mot pour mot dans les premières saisons. Parce que c'est tiré de bouquins, en fait. Ouais. C'est les Mindhunters, en fait, on suit les premiers profilers, les mecs qui ont inventé le profilage au FBI dans les années 70, en interrogeant des tueurs en série déjà arrêtés pour essayer d'en trouver des points communs, pour essayer de trouver justement un cheminement logique pour rattraper les suivants, quoi. Et X-Files est clairement là-dedans. Parce qu'en fait, on a 2 agents du FBI sur lesquels personne ne croit. Ils sont vraiment mis au rebut. Leur bureau, il est au sous-sol. Enfin voilà, quoi. Il y a vraiment de gros parallèles à faire entre X-Files et Mindhunter. Et par rapport à ça, moi, je dirais Mindhunter, du coup, c'est pas mal. En tant que... Moi, je suis d'accord sur le... Enfin, je suis d'accord avec toi sur Mindhunter. J'ai pas tout vu. J'ai pas eu toute la série. La saison 2 est excellente. Hein. Ah ouais? Pareil, j'ai un peu attaqué. Puis parfois, c'est un peu chronophage. Donc, je m'investis pas énormément dedans. Mais j'avais bien aimé, effectivement. Je pense qu'un jour, je m'y remettrai dès que j'ai un peu de temps. Mais je pense que le post-X-Files, c'est un peu en phénomène de société. On a eu Lost, effectivement. Et dans un autre genre absolu, mais parce que ça a ensuite, tout comme Lost, qui a eu comme X-Files, plein de gens qui ont voulu faire un peu pareil, etc., Flash Forward, etc. On a eu Game of Thrones, enfin le Trône de Fer, du coup, genre qui a rien à voir, etc. Mais c'est une série qui, maintenant on essaye, la dernière série Fondation, enfin dès qu'ils sortent une série un peu, ils essayent de faire du gros budget avec des histoires où ça se tire dans les pattes, un peu politique, etc. Je pense que Game of Thrones, mais on est vraiment sur un autre genre de série qui a absolument rien à voir d'un point de vue thématique. Ouais, en tant que phénomène de société fort. C'est ça. Et il y en a plein qui disent que c'est la dernière grande série dans le sens où c'est la dernière série que tout le monde regarde, le monde entier regardait en même temps. Ouais. Alors que maintenant c'est plus éclaté parce que streaming, parce que replay, il y en a partout, parce que il y en a partout et tu sais plus où donner de la tête. Donc du coup,
l'attention de l'ensemble des spectateurs est morcelée complètement. Mhm. Et du coup, il n'y a plus une série phare comme ça Il y a Cobra Kai. qui synthétise. Et j'allais le dire. Cobra Kai, oh là là, Cobra Kai, mais Cobra Kai, je sais, elle est elle est géniale. ma série préférée au monde. Enfin non, c'est pas vrai, mais là, c'est la série Non, mais qui a c'est vrai, étonné c'est tout le une monde. Personne très bonne s'attendait à série. rien. Tout le monde a fait what the fuck. Et je me suis abonné à Ah, bah, moi, YouTube Premium à l'époque, à cause de ça. J'ai regardé C'est les premiers vrai, épisodes ouais. et j'ai pris j'ai jamais quitté depuis, donc ils m'ont C'est eu. une série Hein. qui est incroyable. Et ouf. C'est une série qui est incroyable parce que t'as l'impression qu'elle est produite et réalisée comme dans les années 90. De ouf. Comme si c'était une vieille série, en fait. Ouais. Et ben, l'écriture, c'est pas ouf. L'acting, il est pas ouf. Mais, Mhm. mais putain, c'est tellement sincère. C'est cousu de fil Ça marche blanc, tellement mais ça bien. fonctionne. Ça marche à fond parce que les acteurs sont dedans et aussi les combats de karaté. Moi, j'ai fait un peu de karaté. Ok. Et du coup, je reconnais certains mouvements, certaines choses, etc. Alors évidemment, dans la réalité, t'as pas autant de contrées, de coups qui sont contrés. Tu vois, un combat de karaté, ça dure, si ça dure 30 secondes, c'est cool, tu vois. Alors que là, tu sais, ils arrêtent pas de se contrer. Du coup, il y a jamais de points. Alors que voilà. Voilà, ça se passe pas comme ça dans la réalité, mais par contre, tu sens que les acteurs ils se sont vraiment mis au karaté, et qu'ils font des vrais katas, ils font des vrais mouvements, ils font des vrais trucs, et leurs combats ils sont semi-réalistes, ils sont romancés, donc oui, des fois t'as des ralentis, des trucs comme ça, mais les mouvements ils sont justes, quoi. Tu vois, bon, même si des fois il y a des trucs ça perd un peu, mais du coup le frisson du tournoi, tu le sens. Parce que tu sais jamais qui va gagner. Enfin, ça marche du feu de Dieu, quoi. C'est vraiment très bien une fait. série. Et j'ai trouvé notamment les combats, notamment la saison 4, la dernière saison, avaient vraiment gagné en level de réalisation. Autant grave, avant, ils étaient un peu poussifs à des moments, etc. Autant la saison 4, dès le premier épisode, je fais waouh, ils ont embauché un réalisateur, un monteur et des gens pour avoir des idées un peu. Et grosse évolution. Puis le combat final, bon, sans spoiler, final garçon du tournoi. Oh là là, enfin, ça met des frissons, c'est très bien fait d'un point de vue. En gros, c'est cool, c'est pas une scène d'action pour une scène d'action, ça raconte des choses derrière, il y a tout un tas d'enjeux qui sont très bien faits. Et, je suis amoureux de cette série. En fait, la façon dont les coups sont donnés, ça raconte une histoire, ça dit quelque chose sur les personnages. Et la façon dont ils les encaissent aussi d'ailleurs, et dont les points sont remportés. C'est vraiment une série qui est très cool, quoi, qui est très feel good en plus. C'est ça. Et qui est nostalgique, mais je sais pas par quel miracle ça marche. Qui déconstruit sa nostalgie aussi de manière. Ouais, c'est ça. Il y a un côté déconstruction intelligent, enfin plutôt bien fait. Intelligent, c'est bien fait. Ça marche du feu de Dieu. Ouais. C'est vraiment bien fait, et pourtant, c'est une série qui a l'air cheap. Parce que t'as l'impression, quand tu la regardes comme ça, qu'elle a été faite il y a 20 ans, quoi. Il y a un côté. Comme nous, quand on était adolescents. Oui, ce côté californien, enfin un peu. Voilà, et oui, puis la photo est pas ouf. Ouais, il y a rien qui est ouf. Mais c'est bien. T'as 3 décors, mais les acteurs ils sont bons, mais sans plus. Mais ouais, ça marche, c'est une bonne série. Donc Cobra Kai, ouais, je pense qu'on est d'accord. C'est une série que j'ai conseillé pendant 2 ans. Je regardais les premières saisons, je connaissais par cœur. Je disais, regarde, mes potes, ils me disaient, ouais, on m'en fout, Cobra Kai, de quoi tu me parles. Et après, ils se sont mis les uns après les autres. Et là, 4ème saison, ils l'ont tous maté en mode dès que c'est sorti. Donc je suis content. Maintenant, je peux en parler avec eux. Je suis même avec toi, je suis content. Ouais, c'est clair. Je l'ai bingé dès qu'elle est sortie. Pareil. Fini, quoi. Mais pareil. Allez, une dernière question pour toi, Guillaume. La petite question sympa. Je l'ai perdue, elle est toute bête pourtant. De Volta. Un petit top 3 de tes épisodes préférés de X-Files. On finit là-dessus. C'est une excellente question. Alors, je vais répondre. Ça doit être chaud. Je vais te donner 2 réponses. Je vais faire par rapport à la mythologie. Et en plus de ça, je vais parler d'arc. Je vais pas parler d'épisodes parce que je peux pas les séparer. Tu vois, en haut, vraiment en haut, t'as Anasazi, Blessing Way, Paperclip. Ouais. Donc, fin de saison 2, les 2 premiers de la saison 3. On en parlait tout à l'heure. Celui où on croyait que Mulder il s'était fait exploser dans un wagon frigorifique rempli de cadavres, a priori d'extraterrestres ou d'hybrides humains extraterrestres. Incroyable. Il y a tout dedans. La mort de la sœur de Scully, Krycek qui vole la cassette, les manigances de l'homme à la cigarette, Skinner qui se positionne, Mulder, tout le monde pense qu'il est mort, Scully elle est déprimée, enfin il y a tout dedans, il y a un vrai bon récit, putain. Et puis la scène où ils sont dans la mine, qui découvrent justement les fameux dossiers sur la variole avec le catalogage de la population mondiale, enfin américaine en tout cas, et puis qu'il y a un vaisseau extraterrestre, a priori un vaisseau extraterrestre qui se lève. Putain, c'est super bien fait, quoi. T'es dedans, c'est énorme. Donc il y a ça. Ensuite, je dirais, pour rester dans la saison 2, Dwan Berry.
l'histoire d'Owenberry, Ascension, Coma. Donc l'enlèvement de Scully. De Scully qui est ultra traumatisant. Incroyable. Ouais. Qui est, ça part à partir d'une prise d'otage et puis ça part complètement sur l'enlèvement de Scully. Et puis son retour, c'est avec Mr. X, joué par Steven Williams, qui est impeccable. Krycek, cet agent qui était placé comme un coéquipier de Mulder, puis en fait c'était une taupe. Enfin, c'est pareil, c'est très très complet. Après, en troisième, je dirais, ça devient un peu plus dur. Il y en a d'excellentes. Dans la saison 3, tout est bon. Il n'y a rien à jeter. Dans la saison 2 aussi. La saison 4, c'est un petit peu moins bien, mais c'est pas mal quand même. La saison 5, c'est pas mal. Voilà, là, ça devient un peu dur. Je dirais quand même si à la fin, il y a quand même des grosses facilités, la trilogie Redux. Oui. Donc, Gettysman, le baiser de Judas, la fin de la saison 4 et les 2 premiers de la saison 2, saison 5, pardon, où en fait, on fait croire que Mulder s'est suicidé. Oui. Mais c'est excellent. Quand je parlais de la caméra qui te ment, le montage qui te ment, que toi, tu dois être attentif aux choses, voilà, c'est un excellent exemple, cet épisode-là, avec justement, c'est parce qu'il y avait le 100e épisode, le dernier épisode de cette trilogie, c'était le 100e. Donc il y avait cette idée où Mulder il rentrait enfin dans les locaux du Pentagone, où il y avait l'homme à la cigarette qui rangeait tous ces trucs là dans les étagères. C'était un moment assez fort, même si sur le dernier épisode de cette trilogie c'était un peu bancal. Après, en termes de l'honneur, c'est extrêmement dur. Extrêmement dur. Alors je dirais quand même le Seigneur du Magma. Je dirais quand même, il est un peu mythologique. Grosse claque. Une grosse claque. En fait, dans la saison 2, 3, il n'y a rien à jeter. Pour moi, ils sont tous bons. Donc, c'est vraiment dur d'en choisir un en particulier. Je les adore quasiment tous de ces 2 saisons-là. Je les passe en vue dans ma tête, là. Je veux dire, Darin Morgan, il est quand même excellent. Voyance par procuration, il était génialissime, quoi, avec ce voyant qui peut savoir, en te regardant, comment tu vas mourir. On va dire celui-là en deuxième. En troisième... Bon, après, tu me poses la question demain, je te donne des réponses. Oui, mais c'est une question piège de ouf. Hein. C'est comme dire cite-moi un livre ou n'importe quoi. Des moments où t'es perdu alors que c'est normal. J'avais beaucoup aimé l'épisode sport dans la saison 6, l'avant-dernier. Oui, avec les trucs qui sortaient qui sortent de la trachée. Ouais. Un peu non, ça c'est intraterrestre. Oui, c'est pardon. Ah putain. Sport, c'est l'avant-dernier épisode de la saison 6, c'est Mulder et Scully, ils se font digérer par un champignon géant. Et ils ont des hallucinations, en fait, ils rêvent. Wow. Et en fait, t'as Mulder, il est sur une théorie, un truc d'extraterrestre. En gros, si tu veux, le champignon, il te donne ce que t'as envie de rêver pour que tu restes, pour qu'il te digère tranquillement, quoi. Et en fait, ni Mulder ni Scully n'ont raison dans le truc. C'est ça qui était bien, et que finalement ils se rejoignent sur la fin, quoi. Et en fait c'est vraiment l'addition des 2 personnages, les 2 visions des choses qui leur permet de trouver la solution. Comme une excellente synthèse de la série, en fait. C'est-à-dire que Mulder et Scully tout seuls, on peut pas dire ils valent rien, mais en tout cas les 2 ensemble, c'est là où ça marche vraiment, et cet épisode-là le symbolisait vraiment vraiment très bien. Ok, écoutez les amis, on a fait 22h42. C'est une belle discussion. Et on pourrait continuer encore longtemps. Ouais, sur X-Files. Non, mais c'est parfait, c'est trop cool. On a pu à la fois parler de notre amour de la série, des souvenirs que ça évoquait, une certaine période aussi de nos vies, même de la vie médiatique ou culturelle. Et puis de la consommation des séries qui était vraiment différente à l'époque. Ah, c'était ouf. Hein. Et répondre aussi à une question du jour. Donc, X-Files est-elle de droite? Complot facile pour briller en société. Bon, ça, je l'ai chopé. Un énorme merci, Guillaume. Merci à toi. Pour ta venue, c'était vraiment trop cool. On va rediscuter, du coup, on parlait ça aussi hors antenne pour ta venue en avril prochain sur Lyon. Voilà, mais bon, on s'en discutera tranquillement. Les amis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un truc derrière. C'est un montage vidéo que j'avais fait pour la nuit des extraterrestres en octobre dernier.
Voilà, bah, c'est des trucs avec des extraits de films et de séries, de documentaires sur les recherches extraterrestres. C'est un petit complément, vous pouvez rester, vous pouvez aller faire votre vie tranquillement. Je mets ça pour clôturer tout simplement cette soirée, ça me fait plaisir de réutiliser ce petit travail que j'avais effectué, ça dure 1 heure, et c'est assez rigolo. Guillaume, encore merci, nous on se retrouve en antenne, hein, je vais lancer ça tranquillement dès qu'on termine. Et belle soirée à tout le monde. Eh ben, merci Salut à tout le vous. monde. Merci Wizdavi, merci Erzastag, le paresseux Clavicole, Volta, Yamamoto, puis tous les gens qui étaient là. Merci à Lézard Rab de s'être followé la chaîne, hein, tout simplement. Hervray, bien sûr. Hervral, j'ai du mal. Merci Mirabel09, merci d'avoir suivi ce stream, c'était vraiment une discussion super intéressante. On se retrouve jeudi pour ceux et celles à qui ça dit sur la chaîne des Intergalactiques pour la diffusion des Chroniques Martiennes, l'adaptation de 1980, la 3e partie. Et dimanche, on est là, la soirée Clara, et on fait la nuit, la grande soirée la petite soirée des grands volcans. On va passer des bandes annonces de films de volcans. Et Krakatoa à l'est de Java, un film nanar bis de volcans, juste pour le plaisir de faire un petit dimanche soir. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, sur le site web du festival. Il y a toute la programmation sur le site web, donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, si ça vous dit, venez, vous serez les bienvenus, ça fera plaisir de vous retrouver. Si je peux juste rajouter un petit truc. Bien sûr. Ouais, donc j'ai aussi cette bande dessinée qui s'appelle Les Aventures de Bertrand Kufter dans les zones 57, qui est un peu un prolongement en fait. C'est une bande dessinée, c'est une invasion d'extraterrestres dans la ville de Metz sur fond de télé-réalité. C'est une comédie de science-fiction. Et en fait, en lisant cette espèce de comics lorrain, vous verrez tout mon amour de X-Files qui transpire dedans, quoi. Eh ben super. Dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les librairies. Et est-ce que je peux partager un lien à toi, parce que là, j'ai mis ton YouTube et ton le coin pop. Je te l'envoie où ce lien? Sur Discord. On fait ça rapide. Hop là. Dans le public où ça t'a. Alors le Discord, parce que moi je suis pas très malin. Discord je l'utilise pas beaucoup. Où est-ce qu'il est le savon? Le savon discussion, c'est où? Le chat. T'as nos annonces, discussion stream public, tu cliques dessus. Dans ce salon discussion live? Ouais, je sais pas si tu peux mettre un truc j'ai dessus. Pas l'impression. Ah. Non, j'ai pas l'impression. Ou sinon dans Twitter. Ouais, parfait. Regarde, hop, c'est vite fait. Hop, comme ça, voilà. Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu m'écouter. Ah, c'était cool. On a encore une petite chaîne, mais il y a eu un petit peu de monde ce soir, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. C'est un petit succès pour notre petite chaîne. Ah bah tant mieux. C'est très bien. La question putaclic a très bien fonctionné. Bravo. Et normalement, la semaine prochaine, je fais avec Cyroul comment je vais dire déterminer la science-fiction molle. Voilà. Il va faire un article là-dessus et on va comment repérer la science-fiction molle. Il a écrit un article là-dessus et on va en discuter, etc. Je pense que ça peut être cool. Enfin, j'espère, il faut qu'on se confirme que c'est bien mardi prochain parce que l'on s'est écrit les shows, etc. On ne s'est pas confirmé la date, mais a priori c'est ce que je veux faire la semaine prochaine. Donc voilà. Suivez les inters, etc. Suivez Guillaume Mathias sur ses réseaux. Voilà, j'ai mis son lien. Vous pouvez regarder ce qu'il fait, son livre. Et suivre aussi son Twitter. Allez, je lance notre petite vidéo des extraterrestres, juste pour se marrer, finir la soirée. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Non, c'est pas ça. Et voilà, c'est reparti. Il a suffi que je sois là, c'est fini. Quoi? 610 zombies. C'est vraiment grâce à ça.
C'est bon, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai non, beaucoup de fou. Mais quoi? Mais où? T'as pas vu? Quoi, c'est pas vu? Quoi? T'as pas vu? Non. Ça va, voilà.